Il a fallu quasiment 8 mois pour fusionner 2 documents. Mais bon, maintenant c'est en place et ça fonctionne. Alors il y a un sujet avec les EURL. Visiblement, ce qu'on nous a annoncé, c'est que les EURL, on pourrait déposer les comptes correctement dans, a priori, avril-mai. Donc si c'est avant la saison haute, ce serait quand même pas mal. Les questions interro-négatives qui nous embêtaient beaucoup, là, est-ce que je suis non sédentaire, oui, non, voilà, par exemple. Donc ça a été supprimé, il n'y a normalement plus aucune question interro-négative. Donc ça, c'est un grand chantier aussi, parce que ça nous a bien occupés. L'automatisation du remplissage de certains champs de la base RNE qu'il faut compléter systématiquement. Je ne sais pas si vous vous rappelez, mais il fallait systématiquement cocher sédentaire, oui, non, permanent, saisonnière, est-ce qu'il n'était pas coché, agricole, le recours à une société de domiciliation. Alors maintenant, quand ils ont l'information, ils la remplissent. Quand ils ne l'ont pas, évidemment, ils ne l'ont pas, donc ça ne peut pas être mis. Mais ça, c'est pareil, il y a beaucoup de champs qui sont désormais automatiquement pré-remplis. Sédentaire, ben, par exemple, si l'activité n'est pas ambulante, forcément, c'est qu'elle est sédentaire. Donc ça, c'est rempli. Il y a toujours un truc qu'ils ne peuvent pas faire, c'est l'histoire du genre sur les personnes physiques, enfin les dirigeants, puisque la civilité n'est pas révélée au registre du commerce. Ce n'est pas une information qui se révèle, monsieur, madame. Donc c'est que le RNE. Donc ça, il faut systématiquement le remplir. Et cette histoire de genre, c'est une exigence de la DGFiP. Donc ce n'est même pas une exigence des greffes ou de l'INPI, c'est la DGFiP qui exige le genre. Alors pourquoi on n'arrive pas à avoir la réponse? Parce que ce n'est pas dans les textes non plus. Mais ça nous embête bien parce que systématiquement, il faut aller sur l'identité de la personne et remplir son monsieur, madame. Alors quand on en a un, que c'est le URL, ça va. Quand on a 200 administrateurs où il faut aller cocher 200 fois monsieur, madame, c'est un peu ennuyeux. Mais bon, voilà. Et amélioration du délai de traitement des formalités de correction. L'année dernière, on était à plus d'une semaine, voire même potentiellement 2. Là, normalement, le délai, alors ça diverge entre certains dossiers, on ne comprend pas pourquoi non plus. Normalement, c'est traité dans maxi 72 heures et a priori, le retour que j'en ai, c'est que dans la journée, des fois, c'est traité. Donc une formalité qui est traitée en plus de 72 heures, c'est qu'il y a une anomalie? Une formalité de correction qui est traitée en plus de 72 heures, c'est qu'il y a un problème. Voilà. D'accord. Potentiellement, il faut les relancer parce que ce n'est pas normal. Voilà. Donc on les relance et puis on verra après. Alors on les relance. Comment on fait. On peut tout de suite atterrir sur la question sur l'assistance. On les relance en espérant qu'ils réagissent. Puisque l'assistance, alors l'assistance de niveau 1, il y a 2 niveaux d'assistance à l'INPI. Vous avez l'assistance niveau 1, en gros, c'est vous appelez la première fois, donc ils essayent de qualifier si c'est un truc qu'ils peuvent traiter au niveau 1 ou pas. S'ils comprennent votre question, parce que le sujet il est là en fait, c'est que des fois ils ne comprennent pas pourquoi ce que vous demandez, donc ça atterrit au niveau 2. Et s'ils ne comprennent pas du tout, c'est ça qui est embêtant parce que ça n'atterrit même pas au niveau 2. Et la hotline là, alors la fameuse hotline, vous avez une hotline expert comptable. Code profession, ouais. Ouais, donc ça marche toujours. Alors ça, alors évidemment, vous aurez droit au slide et cette hotline qui est le 01 56. Alors, la hotline qui est le 01 56 65 89 98, c'est un des derniers slides et le code profession c'est 304 69 31 et on me dit dans la salle que il faut vérifier parce que moi je l'utilise pas pour le coup ce code. Mais donc peut-être qu'on va passer juste ce micro là parce que savoir si qu'est-ce qui marche pas. Soit ils ne répondent pas, ou ils répondent soit pas. En fait on revient sur la démarche que vous venez de décrire. Sur l'étape 1. Niveau 1, niveau 2. Donc ils traitent pas ils renvoient pas au niveau 2, parce que c'est ce qu'ils devraient faire normalement. Peu importe, mais en tout cas, on revient à l'étape que vous avez décrite, niveau 1, niveau 2, et dès que ça devient complexe, on a perdu tout le monde. Ils donnent des banalités, ça n'a aucun intérêt. Oui, ça n'a aucun intérêt. Oui. C'est un fait. Ok, très bien. Donc ils renforcent l'assistance. Ça, tu l'as pas mis dans les évolutions négatives. C'est dans les questions, je pense, derrière. D'accord, on a tellement l'habitude d'avoir des c'est pas une évolution négative pour moi, parce que ça ne fonctionne pas, donc c'est même pas une évolution. Ça n'a jamais fonctionné, voilà, en fait. D'accord, très bien. Pour moi, l'assistance, c'est un vrai sujet, quoi. Enfin, oui. L'assistance qui ne comprend pas votre question, c'est un problème, en fait. Donc, voilà, on peut ne pas avoir la réponse. C'est complexe, hein, les formalités légales des entreprises, c'est un sujet complexe. Qu'on n'ait pas la réponse, ça, moi, je peux le comprendre. Par contre, qu'on ne comprenne pas la question et qu'on ne prenne surtout pas l'effort, potentiellement, de comprendre la difficulté de la personne sur une situation complexe. Enfin, un dossier qui date depuis octobre 2024, alors qu'on est en mars 2025, il y a un sujet quand même. 6 mois, c'est pas normal. Donc, mais on a un confrère dans la salle qui a un problème de dossier qui est bloqué depuis octobre 2024, mais il y en aura beaucoup. Je vais redonner le code profession, on me le demande, mais vous l'aurez dans le slide, hein, c'est le 304 69 31.
Alors en évolution, que moi je considère comme négative, mais c'est partagé, hein, il y a une réforme des bénéficiaires effectifs qui a été faite fin juillet sur la confidentialité. Donc maintenant, on ne peut plus avoir accès aux bénéficiaires effectifs qui sont déclarés. Alors vous, les experts comptables, vous avez accès aux bénéficiaires effectifs. Alors il y a un avantage, mais ceux qui ne sont pas experts comptables, eh ben, il y a une vraie difficulté, c'est qu'on ne sait pas quel est le bénéficiaire effectif déclaré. Donc quand on doit le modifier, ben, si on ne sait pas s'il a déjà été déclaré ou pas, ben, c'est compliqué. Donc on fait n'importe quoi en fait. Pouf, je déclare la personne, puis j'attends le rejet du greffe éventuel, en disant ben, elle n'est pas connue, donc vous ne pouvez pas la modifier, il faut l'ajouter, donc on fait un aller-retour, voilà. Donc il y a cette difficulté-là. Deuxième difficulté, c'est la confidentialité sur maintenant les données personnelles des dirigeants, mise en place depuis le 1er février. Alors ça, c'est sur exigence de la CNIL, suite à un arrêt de la Cour de justice des communautés européennes d'octobre 2024. Donc maintenant, tout a été verrouillé, on n'a plus les données personnelles des gens. Donc potentiellement, il faut donc tout ressaisir. Avant, on allait sur la personne, on cochait, pouf, elle dégageait à faire classer. Là, il faut ressaisir, qui s'appelle Michel Renard, né le blablabla, et qui demeure à telle adresse, pour le faire partir. On remodifie, on ressaisit tout aussi si on le modifie. Enfin, ça, c'est un casse-tête. Comment? Alors, il faut prendre les micros. Hein. Ouais, prenez le micro, sinon à l'autre bout, ils ne nous entendent pas. Oui, c'est très mal expliqué sur le guichet unique. Oui, l'ergonomie, de toute façon, n'est pas bonne sur ce sujet. C'est très mal expliqué hein, sur le guichet unique, les bénéficiaires effectifs. Est-ce qu'on change une partie? Est-ce qu'on change tout? C'est très mal fait. Et puis à la fin, même le greffe, même eux ne savent plus qu'est-ce qu'il faut modifier, pas modifier. Si on n'en rajoute qu'une partie ou pas, et ben à la fin, ils nous prennent que ce qui a été indiqué dans cette formalité. Et le bénéficiaire effectif, finalement, il est plus bon. Donc on est obligé de les contacter eux directement pour leur dire, ben non, on en avait deux, vous n'en avez mis qu'un seul alors que l'autre il est toujours existant. Parce qu'il y a la phrase, la modification d'un ou plusieurs bénéficiaires effectifs ou modification de tous les bénéficiaires effectifs. Oui, tout à fait, mais même le greffe, ça ne le comprend pas. C'est cette phrase-là qui pose problème. C'est ça. Parce que derrière, ça déclenche, en fonction de ce qu'on fait, un ajout, une modification, une suppression. En fait, ce n'est pas forcément la réalité. Oui, voilà. Mais même si et nous, ça remonte on pas le fait forcément correctement, le greffe de ne comprend pas. Non, et à la fin, on est obligé de les contacter eux en leur disant vous ne l'avez pas compris, mais moi je l'ai bien fait. Mais finalement, le bénéficiaire Et ils n'ont pas bien compris dans la mesure aussi où dans leur base, ils n'ont pas la même information. Parce que le sujet, il est là aussi. Si la personne n'a jamais été déclarée ou elle n'a jamais été modifiée, bah nous, on fait quelque chose parce qu'on pense que c'est bon. Mais en fait, ce n'est pas du tout la réalité de ce qui est déclaré avant au RCS. Alors, le problème, il est là en fait. Nous, hein, c'est parce qu'il est formaliste. Hein, oui, voilà, nous, les professionnels, on va dire. Voilà, c'est un professionnel de la formalité. Tu étais un peu en vacances avant le guichet unique et maintenant, c'est tranquille pour toi. Je ne suis pas en vacances. Voilà. Non, je ne suis pas en vacances. Alors après, la délégation de paiement, vous avez vu qu'elle avait été mise en ligne. Il a fallu se battre aussi pour qu'elle revienne, celle-là. Sauf que la délégation de paiement, ben, elle a été faite de manière trop complexe également. Il fallait, moi, je ne l'utilise pas, hein, mais il fallait créer un compte. Ça ne fonctionnait pas du tout correctement. Visiblement, il y a eu plein de problèmes. Donc, ils l'ont supprimé, sans prévenir. Et on ne sait pas quand elle revient. Hein. Alors, pour tous ceux et on espère qu'elle reviendra, enfin pour vous, surtout. Pour tous ceux qui nous posent des questions, on va répondre à toutes les questions à la fin. Donc si vous voulez les garder pour la fin, parce qu'après j'aurai peut-être pas le temps de remonter tout le fil, parce que là on a beaucoup de réponses. Il y a beaucoup de questions. En fait, l'objectif de ce webinaire, c'est que des réponses aux questions qu'on a reçues de votre part. Donc si vous voulez les conserver pour la fin, ça peut être pas mal. Alors on va faire un petit focus par contre sur ce qui fonctionne en gros et ce qui ne fonctionne pas du tout. Alors les immatriculations des personnes physiques en vrai et des personnes morales, ça fonctionne, à part un bug ponctuel, normalement il n'y a pas de difficulté. Le seul problème qu'il y a sur les immatriculations, c'est le délai de traitement derrière des chambres des métiers. Quand c'est validé par le greffe, en gros le greffe, si tout va bien, en 3-4 jours c'est validé. Par contre, alors, sauf en Alsace-Moselle, mais en général ça va. Par contre, les chambres des métiers, il y a des chambres des métiers, le délai de traitement, il est de 1 mois pour les immatriculations, c'est juste inacceptable. Enfin, c'est inacceptable. Voilà. Le problème de la chambre des métiers qui traite son dossier en 1 mois, j'ai envie de dire, il n'y aurait pas d'impact derrière, on pourrait se dire on s'en fout. Sauf que derrière, c'est ce qui débloque finalement le SIRET. Donc sans SIRET, hein, vous-même vous savez, pas de TVA, pas de DSN, pas d'embauche, rien quoi. C'est le DSN, c'est le SIRET qui fait tout maintenant.
Donc sans SIRET, l'entreprise ne fonctionne pas. Donc on a beau expliquer que ce délai de traitement CMA, il est inadmissible. Il est d'autant plus inadmissible que ça concerne souvent des petites entreprises, évidemment. Et la petite entreprise, elle est parfois perdue, elle est complètement perdue. Enfin, si elle n'a pas son SIRET, elle ne sait même pas quoi faire. Potentiellement, il y en a beaucoup qui font leur truc dans leur coin, puis s'aperçoivent à un moment donné qu'il faut un expert comptable pour travailler correctement. Enfin, ça, c'est un chantier. Donc, il ne faut pas hésiter potentiellement à faire remonter les délais hallucinantesques de la Chambre du métier pour que Thomas Silas au CNOC insiste sur ce point au prochain comité législateur pour dire qu'il y a un vrai sujet avec la CMA. Il y a un vrai sujet avec la CMA. Alors, Paris, potentiellement, ça va à peu près, mais si vous avez des dossiers dans le sud-ouest, c'est un enfer absolu, quoi. Bon, ici, on est en Ile-de-France, donc tout va bien. Voilà, donc tout va bien. Voilà. Les dépôts d'actes, alors normalement, les dépôts d'actes isolés, ça fonctionne. Bien qu'on ait réclamé qu'ils rajoutent des options dans les dépôts d'actes, notamment sur les fusions et les apports partiels d'actifs. Parce qu'aujourd'hui, c'est un peu tout mélangé. On a quand même les projets et les actes définitifs, et c'est quand même pas les mêmes impacts. Il y a des délais d'opposition pour certains. Les comptes annuels, on en a parlé. Les formalités de modification et de cessation des personnes physiques, en gros, ça fonctionne correctement. Et les formalités de modification, on va dire, les plus courantes, ça fonctionne en gros correctement. Il y a un sujet actuellement sur les dissolutions et les clôtures de liquidation depuis leur dernière mise à jour. Donc ça fait 10 jours quand même maintenant. Oui, c'est ça, c'était le 5 mars, donc ça va faire une grosse semaine. Ça a généré un dysfonctionnement puisque, de mémoire, quand on déclare le liquidateur, bien que les données personnelles soient correctement saisies, ça génère un bug comme quoi il faut saisir sa nationalité alors qu'elle est saisie. Donc ça, c'est complètement bloquant. Et c'est sur toutes les dissolutions et toutes les clôtures de liquidation. Donc normalement, c'est en cours de résolution. Espérons que... Alors comme ils font des correctifs aussi encore au fil de l'eau, pas les grosses évolutions, mais les correctifs, ça peut se balader un matin, ça peut être mis en ligne et on ne le sait pas forcément. Il suffit d'aller sur son dossier et de dire « Ah, ça y est, c'est débloqué ». Donc les dissolutions, là, il y a un vrai sujet. La mise à jour du RNE suite à la levée de radiation d'office. Donc quand vous avez une radiation d'office qui a été mise sur le CABIS, derrière vous avez une procédure qui doit se faire directement auprès du greffe, c'est encore une procédure papier celle-là. Une fois que le greffe a traité la radiation d'office, ça ne se met pas automatiquement à jour au RNE. Donc il faut envoyer le CABIS à l'INPI pour qu'il débloque le RNE. Donc ça se fait assez facilement. Moi ce que j'encourage, c'est qu'il faudrait qu'il y ait un représentant de l'ordre tous les jeudis matins à l'atelier de l'INPI, et potentiellement qu'ils viennent avec une pile de CABIS pour déradier les dossiers, puisqu'il y a le représentant du RNE qui est là, et il les fait au fil de l'eau, potentiellement. Parce qu'à déradier un dossier au RNE, ils en ont exactement pour 10 secondes. Hein. Ils rentrent le sirène, ils cliquent sur un truc, paf, c'est déradié. Et Thomas Silla, il n'y est pas là? Ben non, il n'y est pas dans celui-là. Non. Donc il faudrait, voilà, là... Alors moi, je vais mettre un questionnaire en ligne, je vous le ferai partager au besoin, puis ils m'ont autorisé à envoyer un fichier. Pour déradier. Donc, là, j'ai droit là, sur le chat à tous les dysfonctionnements qui existent. Alors moi, ce que je vous propose, comme vous nous faites part de plein de soucis, alors j'ai l'impression que vous l'avez fait, on parle du greffe de Paris, on parle ça y est, c'est marqué. Du RCS, de Bobigny qui fait ci et ça. Ce que je vous propose, c'est qu'on va pas répondre on ne peut pas vous répondre parce qu'on n'a pas aujourd'hui les moyens de débloquer les situations. Mais en revanche, on va traiter ces difficultés-là et on va les envoyer à chaque protagoniste, nous aide Eric sur ça. Et puis on va balancer à chaque greffe les difficultés. Et s'ils veulent nous donner un interlocuteur qu'on pourrait vous donner, et comme ça, chaque dossier serait il faudrait traité. Regarder, oui. Avec les greffes d'Île-de-France qu'on peut faire. Continuez de nous mettre vos soucis, dites-nous précisément ce que c'est et quelle greffe et ou quelle problématique sur l'INPI. Donc on l'a compris, pour ceux qui auraient peut-être un peu hiberné ces 2 dernières années. Aujourd'hui, on déclare sur le guichet unique et donc on a des problématiques pure INPI, guichet unique, outil, déclaration. Exactement. Après, c'est transféré au greffe. Oui. Et il y a déjà l'étape intermédiaire, c'est l'INSEE.
Alors, donc, il y a l'étape 1, c'est l'INSEE, qui potentiellement, elle aussi, pose une difficulté, alors dans une moindre mesure. Tu nous fais Alors le schéma, c'est je dépose le dossier sur le guichet unique, oui. Il y a une prévalidation, enfin il y a une validation INSEE, donc qui valide normalement, l'INSEE n'est censé valider que l'adresse. Donc est-ce que l'adresse est conforme ou est-ce qu'elle n'est pas conforme, voilà. Okay. Et elle est censée pré-délivrer dans son système un SIRET qu'elle met en attente. Quand ça bloque ici, on fait quoi, docteur? Quand ça bloque ici, il faut contacter l'INSEE. Et là, c'est très compliqué. Ça commence déjà mal, puisque l'INSEE, c'est 3 semaines. Voilà. OK. Et sur un formulaire en ligne, ils ne veulent pas être joints par téléphone. Donc déjà, rien que l'INSEE, déjà, c'est une difficulté. D'accord. Et là, nous, les experts comptables, on a une ligne... je pense la même que... On a une fast line avec l'INSEE ou pas? Parce qu'ils veulent qu'on passe que par le formulaire en ligne. Ok, donc, voilà. Donc on pourrait faire un... D'accord. Donc il y a un sujet faire remonter INSEE. Ça au Conseil national, d'avoir un fast-pass avec l'INSEE. Ok, après. Ensuite, donc le dossier, il est transmis au greffe. Alors, sachant qu'entre le guichet unique et le greffe, il y a le groupement informatique du greffe. Il y a 3 groupements informatiques. Donc déjà, potentiellement, le groupement informatique reçoit le fichier du greffe, de l'INPI, pardon, et le traite pour le renvoyer au greffe. Mais ça, c'est la cuisine interne, ça nous... Oui et non, parce que des fois, on a une difficulté au greffe de Bobigny, mais on ne l'a pas au greffe de Lorient. Ce n'est pas le même système informatique. Quoi qu'il en soit, voilà. Après l'INSEE, entre le guichet unique et le greffe, on arrive au greffe, on a la difficulté du greffe. Alors la difficulté du greffe. Il parle le tuyau qu'il veut, il parle la langue qu'il veut entre ces 3 systèmes, mais donc là, après, on va discuter avec le greffe. Voilà, le greffe. Alors le greffe, derrière, ils n'ont pas de délai pour les modifications réglementaires. Ils ont un délai réglementaire pour les immatriculations, qui est de 1 jour franc. Bon, en ce moment, c'est 3-4 jours, mais on va pas râler sur 3-4 jours. Okay. Par contre, il y a des greffes alors où ça fonctionne parfaitement bien. On a le cabis des fois même dans la journée. Et vous avez des greffes où c'est très très long. Paris, en ce moment, alors on peut répondre à la question pour Paris. Paris, en ce moment, c'est 1 mois et demi. Alors, Paris, au mois de décembre, j'ai fait une création le 21 décembre, j'ai eu le cabis le 24 décembre. 24 décembre, c'est bon, ça va. 21, oui, c'était top, 3 jours. Voilà. Non, mais l'immatriculation, ça va. C'est les modifications qui ne vont pas. J'ai eu le cabis. Voilà. Donc le cabis, c'est rapide ou pas aujourd'hui? Pour les immatriculations. D'accord, oui. Pas pour les modifications. D'accord, bien sûr. Ok. Je pense qu'il faut peut-être qu'on accélère, non? Oui, parce qu'après, on ne sera pas... Alors le RNE... Donc en bref, vous nous mettez, quand vous avez un souci avec tel greffe, vous nous expliquez le souci, et comme ça, on va balancer après, nous on gère en Ile-de-France 8 régions, 8 greffes, et donc on fera le nécessaire d'orientation et on suivra ça. Alors le RNE, juste pour un petit focus là-dessus, il va y avoir une très grosse opération de synchronisation des bases sur le RNE, parce que vous avez bien vu qu'il y avait des difficultés quand même, des champs qui ne sont pas remplis correctement. Les greffes sont censés donner leurs fichiers locaux, donc il y a 1500 fichiers locaux dans tous les greffes de France, ils sont 141. Ils sont censés leur donner tous les fichiers complets ce coup-ci. On attend que ce soit remonté et que ce soit traité. Et normalement, une fois que ça se sera fait, logiquement, on devrait avoir beaucoup moins de problèmes avec la base RNE et ses trous. Okay. Et avec une très grosse attention sur le fait qu'on a fait tous énormément de corrections et qu'il ne faut pas que ça vienne dégrader tout le travail de correction qu'on a fait. Parce que s'ils font une resynchronisation et qu'ils viennent écraser toutes les corrections qu'on a fait, là franchement, ça ne va pas être possible. Donc le RNE, la problématique du RNE également, c'est qu'on avait des formalités de correction qui sont faites, qui ne sont pas intégrées correctement. Alors c'était, d'après ce qu'ils nous ont expliqué, c'était à cause du double flux infogreffe qui perturbait la mise à jour. Il n'y a plus de double flux infogreffe depuis maintenant le 1er février, puisqu'il n'y a plus de procédure de secours. Donc normalement, il ne devrait plus y avoir de formalités de correction qui ne remontent pas intégralement au RNE. Il ne devrait non plus y avoir non plus de formalités qui sont faites sur le guichet unique et qui sont validées dans les greffes qui ne remontent pas correctement dans les RNE. Ça ne devrait plus exister. Donc si ça existe, il faudra qu'on le remonte au prochain comité utilisateur parce que là, pour le coup, ce ne sera vraiment pas normal. Okay. Voilà. Donc ça, c'est vraiment à surveiller. Alors, les évolutions importantes à venir. On a l'amélioration progressive de l'ergonomie. Donc ça, c'est par palier, c'est toutes leurs mises à jour qu'ils font une fois par mois. Donc les écrans de saisie, vous-même vous l'avez vu, c'est imbuvable pour certaines formalités. On coche un truc en haut, on va mettre une date en bas, on ne trouve pas où cocher. C'est pas logique. Il y a beaucoup trop d'informations de toute façon. Donc ça, l'ergonomie, elle va être complètement revue. Si tu veux, je prends juste une petite question pour Jacques parce qu'il me fait mal au cœur.
L'INPI envoie systématiquement mes formalités pour un client en greffe de Pontoise alors qu'il dépend de Bobigny. Bah oui, ça fait 2 mois que ça dure malgré mes appels hebdomadaires. On me promet une régularisation qui n'arrive jamais. Bah oui, voilà, je n'ai plus de cheveux à force de me les arracher. J'étais obligée de la prendre parce que là, ça me veut. Comment on fait, docteur, là, Jacques? Bah, c'est le boulot de l'INPI, de l'assistance, hein. Enfin, clairement. Hein. C'est pas normal que ça aille à Pontoise si l'adresse elle est à Bobigny. Enfin... Donc là, on appelle l'assistance de l'INPI. Ah, oui. Okay. À un moment donné, potentiellement, il y a aussi une responsabilité. Ou alors, éventuellement, on balance un formaliste qui s'occupe du truc et puis qui facturera ce qu'il facturera, on refacturera au client. On ne devrait pas en arriver là quand même. Ah bah, c'est évident, mais là, il faut s'adapter. Ok. Alors oui, on est tous d'accord que l'État a géré ce sujet-là de manière hallucinante. Qu'on avait un truc qui fonctionnait bien, qui s'appelait Infogreffe, et j'ai pas d'action chez Infogreffe. Non, on n'a pas d'action chez Infogreffe. Tout était bien chez Infogreffe, on était tranquille, quand d'un seul coup, la loi est passée par là. La loi décide que on va faire autrement. Il y a eu un appel d'offres, une seule personne a répondu, l'INPI. L'INPI, qui est un spécialiste, comme on le sait, des brevets, et donc qui s'occupe des formalités. Donc, pendant 2 ans, on a pataugé. Tout ce qui était au greffe du tribunal passait à l'INPI. Oui, donc ça veut dire que c'est un système aussi d'archivage. C'est le RNCS. Donc vous pouvez retrouver par exemple des documents qui étaient en fait au greffe. Normalement, il se devait, le greffe, de donner ça à l'INPI. C'était aussi une question de sécurité des documents qui pouvaient passer. Donc c'est pas seulement en fait, des brevets, etc. Quoi. Voilà. Ils avaient la compétence de la tenue du registre national du commerce et des sociétés. Que normalement, j'ai un peu simplifié. Oui. Mais j'ai envie de dire que c'est pire, parce que donc, si l'INPI s'y connaissait un petit peu avant, je ne comprends pas pourquoi il y a eu ce bazar après. Donc ils se sont dit, quand même en 6 mois, qu'ils allaient pouvoir créer une plateforme qui serait opérationnelle quand Infogreffe a mis 20 ans ou 30 ans. Et donc on se trouve dans un bazar absolu depuis le 1er janvier 2023. Il y a eu 2 ans de galère insupportables pour nous les experts comptables et pour vous les formalistes. Donc il a fallu tout réapprendre. Et fort de cet échec-là, aujourd'hui, je trouve qu'il y a 2 échecs en France. Il y a eu le guichet unique l'INPI et la gestion de mes biens immobiliers pour les impôts qui recalculent les taxes d'habitation. Fort de ces 2 échecs-là, à chaque fois que je suis avec des représentants de la DGFiP, je leur parle évidemment de la facture électronique. Parce que si la facture électronique est aussi peu préparée que ça va arrêter l'économie française. C'est un vrai sujet. Donc, de toute manière, on n'a pas le choix. On se retrouve devant des déclarations étatiques avec des nouveaux outils qui ne fonctionnent pas et qui ne fonctionnent toujours pas. Et donc avec tous les problèmes qu'il y a, on essaye, nous, à l'ordre des experts comptables, tant bien que mal, d'améliorer les choses. Je peux vous dire que je les ai vus plusieurs fois à l'INPI. À chaque fois, je me suis énervée, hein, parce que tout va bien. Aucune discussion n'est possible, tout va bien. Et quand vous avez face à vous, comme ça, la direction de l'INPI qui vous explique, je les ai reçus ici dans mon bureau, et ils m'ont expliqué que tout allait bien. Je dis, mais en fait, on ne vit pas dans le même espace-temps. C'était il y a 1 an à peu près. Et j'en dis, mais il y a tel problème, alors il y a tel souci, tel problème, c'était hallucinant. Donc maintenant, ils essayent ils viennent plus beaucoup quand on les invite parce qu'ils se font trop malmener. Et puis après, d'un autre côté, il y a les greffes. Évidemment, il y a des problèmes de coordination entre l'INPI et les greffes, et nous, on se retrouve au milieu de tout ça, et tout est vraiment compliqué. Donc, on est dans la tranchée, nous. Voilà, on va faire ce qu'on peut pour essayer de répondre à vos questions, mais j'ai envie de vous dire, en désespoir de cause, enfin, j'ai utilisé des formalistes que vous refacturez à vos clients. Après, il y a des difficultés, on les aura aussi, hein.
Oui, non, mais peut-être que... Après, on a des... J'ai pas d'action chez les formalistes, hein, mais... Excusez-moi. Oui. Par contre, ce qui nous simplifierait, justement, c'est, je pense que c'est pas au point, ça serait de nous donner une liste de formalistes qui sont, je veux dire, eux, certainement plus au point que nous, qui, le temps, en fait, que ça se mette bien, en fait, à l'INPI, sur des dossiers qui sont un petit peu difficiles ou etc. pourraient les refacturer en fait aux clients, je veux dire sur une période d'1 an ou de 2 ans. Et ça nous simplifierait d'avoir en fait cette liste, je veux dire, de gens qui font ça et qui sont plus habitués que nous à faire. On connaît certains rouages, effectivement. J'adorerais pouvoir le faire, mais vous comprenez bien qu'à l'ordre des experts comptables, on a quelques contraintes en matière de concurrence et je ne peux pas le faire. Mais on va prendre un café après, madame, ensemble. Comme ça, vous n'êtes pas venus pour rien. Non. Ce que je propose, c'est les évolutions, elles ont toutes été diffusées en ligne. J'avais mis, pour ceux qui me suivent sur LinkedIn, il y a et là, sur le chat, un compte rendu. Certains experts comptables partagent des coordonnées de formalistes qu'ils trouvent très bien. Hein. Oui. Donc après, avec le... Vous voyez, merci à vous de partager vos bons tuyaux. Pour les évolutions, je les ai mis en ligne sur mon profil, pour le coup. Dans le compte-rendu du comité des utilisateurs, je propose d'avancer. Et de toute façon, oui, on avance. On fait les questions maintenant. Voilà. On y va. Ça, on va direct aux questions. Alors, on y va direct, parce là. Que sinon, on ne va pas arriver au bout. Alors, il y avait une première question. Le changement de clé, donc je suppose que c'est le certificat électronique. Vaut-il mieux attendre de ne plus avoir de formalité en cours? Alors, s'il s'agit du certificat de signature électronique, je pense que cela n'a aucun impact pratique en réalité. Puisqu'une fois que la formalité elle est signée, enfin la synthèse elle est signée, elle est partie, pouf, si vous changez de certificat électronique entre-temps, c'est pas grave, c'est pas un moyen de connexion, c'est un moyen de signature de la synthèse. Donc si vous changez de certificat, normalement, il n'y a aucune problématique. Comment procéder à la radiation d'une succursale? Alors là, le process fonctionne pour les succursales, mais de manière très aléatoire. Donc moi j'ai eu de la chance d'en passer une. Alors ça nous met en destinataire les greffes. Donc là on se dit, oups, les greffes, il y a un problème, ça n'existe pas. Les greffes, c'est le TCO de Paris ou le TCO de Versailles. Par chance, c'est arrivé par un miracle, le bon Dieu était là, c'est arrivé au greffe de Pontoise, il m'a radié ma succursale, c'était exactement là où il fallait que ça arrive. J'ai eu de la chance, mais je crois que j'ai eu de la chance, pour le coup, parce que c'est vraiment très aléatoire. Alors, des fois, le process fonctionne, mais on n'est pas sûr que ça arrive au bon greffe, en fait. Le problème, c'est qu'ils vont chercher, pas forcément l'adresse de l'établissement en France, ça va taper parfois dans l'adresse de l'établissement qui est situé du siège à l'étranger. Et donc forcément, là, le dossier ne va pas partir en Italie. Hein, donc, voilà. Hein, donc potentiellement, la formalité en elle-même fonctionne. Par contre, c'est la destination derrière qui ne va pas forcément. Comment rectifier une dissolution sans liquidation, en liquidation avec liquidation par transmission universelle du patrimoine. Alors là, avec liquidation amiable, pardon. Donc là, c'est quelqu'un qui s'est trompé, qui a fait une TUP, et en fait, ce n'est pas une TUP. Bon, là, effectivement, il y a un problème, sauf que ce dossier, il aurait dû être rejeté lors du contrôle du greffe, parce que l'annonce légale qui a été produite et le procès verbal, forcément, ça ne correspond pas du tout. Il n'y a pas de nomination de liquidateur, ou il y a une nomination. Enfin, si on te fait une TUP et qu'on nomme un liquidateur, il y a quand même une difficulté. Donc là, le dossier, en fait, il était mal contrôlé au départ, il aurait dû être rejeté. Alors, il a été validé par le greffe, comme on disait tout à l'heure, un RARE au Manomest. Voilà, il n'y a que ceux qui font rien, qui ne font pas de bêtises. Donc, en l'espèce, cette formalité de correction, elle n'existe pas sur le guichet unique. Donc, ça relève de la procédure dérogatoire papier. Donc, il faut faire une formalité de correction auprès du greffe pour qu'il corrige, tout simplement le mode de dissolution. Et ça va certainement passer par une procédure devant le juge commis à la surveillance de registre du commerce. Donc, il faudra faire une requête. Voilà. Donc là, en fait, il faut tout détricoter. Il faut tout détricoter. On est mal parti de l'INPI au greffe, et donc maintenant on reprend le greffe, on détricote, après on retournera à l'INPI. Et après, évidemment, comme on aura un cabis, j'espère, modifié, il faudra faire certainement une formalité de correction derrière, côté INPI. À moyen terme, est-il prévu d'avoir des API avec des éditeurs qui seraient agréés ou non? Alors ça, je vous ai mis une réponse pour vous, Virginie. C'est pour moi la réponse. Alors, l'ordre ne donnera jamais d'agrément parce que sinon on ne s'en sortirait pas avec tous les éditeurs de toutes les catégories. En revanche, vous savez que nous avons au Conseil régional d'Île-de-France un accélérateur de start-up qui s'appelle INEST, qui a accéléré une jeune start-up qui s'appelle JuryAct,
qui a été reprise par Infogreffe et qui s'appelle aujourd'hui Mon Juridique. Donc il existe et donc maintenant Mon Juridique évidemment est connecté avec Infogreffe. Je ne sais pas si ça répond bien à la question. En revanche, venez aux universités de l'ordre des experts comptables porte-maillot, allez au congrès de l'ordre, il y a toujours plein d'exposants et toutes ces startups ou toutes ces formules qui proposent en fait une accélération juridique, une simplification de soit des formalités, soit de la rédaction du juridique, demandez-leur si il y a des API faciles avec l'INPI ou d'autres. Ah oui, je pense que ça doit être la question. Toi, Eric ? Non, je ne connais pas, je n'utilise pas les API. Voilà. Mais je pense que c'est lié à vos logiciels comptables, en fait. La question, c'est de savoir si, en saisissant dans le logiciel comptable toutes les informations sur l'entreprise, forcément, parce que vous en avez besoin, et tous les dirigeants de l'entreprise pour remplir la dernière page de la liste fiscale, je ne sais pas comment elle s'appelle, cette feuille, derrière, que ça aille automatiquement, potentiellement, enfin que ça serve pour aller alimenter une formalité si on fait un changement sur un dirigeant. Bien sûr. Voilà, c'est vrai que ce serait pratique plutôt que de le ressaisir. Donc ça, bon, c'est à voir. Pourquoi refaire une déclaration de RBE? T'as pas... J'ai pas avancé. Pourquoi refaire une déclaration RBE en cas de transfert de siège hors ressort? Alors le RBE, il est attaché au ressort de compétences du greffe. Donc ce n'est pas un truc qui se transmet de greffe à l'autre, donc ils sont obligés d'être déclarés dans le nouveau ressort. Bon, ça, clairement, c'est quand même une problématique. Il faudrait une réforme réglementaire sur ce sujet. On est loin de la simplification. On est loin de la simplification. Comme ça. On est très loin de la simplification. On va leur dire, ok. Pourquoi les experts comptables n'ont pas une assistance privilégiée? Alors, il y a bien une assistance privilégiée. Alors, donc, il y a une assistance privilégiée. Je vous redonne la hotline, le 01 56 65 89 98, avec le code profession 304 69 31. Mais a priori, ça ne fonctionne pas. Donc ça, c'est à vérifier. Et les personnes qui sont derrière cette hotline ne sont pas plus compétentes que les autres. Vous avez aussi une assistance renforcée par le Conseil national de l'ordre. C'est guichetunique.expert-comptable.org. Vous l'aurez sur le dernier slide. Ce n'est pas la peine de noter. Ou si vous voulez, on peut le mettre éventuellement dans le chat. Et puis comme ça, on l'aura. Tiens, je te le donne, Frédéric. Et le téléphone et le... Merci. Comme ça, on vous donne tout ça tout de suite et on vous répond et on vous assiste. Pourquoi l'INPI prélève 44,63 € au lieu de 44,62 € pour le dépôt des comptes? Alors ça, c'est vrai, c'est insupportable. Alors j'ai fait une demande hier formalisée pour que ça, ils changent le tarif parce que franchement... Ah bah ils prennent un centime de com. Alors c'est même pas tellement qu'ils le prennent, Virginie, puisqu'ils le remboursent pour les gens qui sont en compte, donc en fait ils ne le prennent pas. Mais du coup, on traite quand même des 0,01 centimes, c'est juste insupportable. Et pour ceux qui sont en CB comme moi, du coup, on n'a pas le remboursement pour le coup. On a bien le reçu, mais on n'a pas le remboursement. Alors, on s'en fout des 0,1 centimes en vrai, mais sauf que ça nous fait des traitements comptables à gogo, là, avec des écarts en fin d'année. Et puis, 0,1 centime multiplié par le nombre, bon, voilà. Donc, ça a été demandé à ce que ce soit modifié. Comment appliquer en pratique l'article R123-96 du Code de commerce? Alors celui-là, je vous ai mis le texte exprès parce que c'est une question très intéressante qui a été posée par l'un d'entre vous. En fait, l'article R123-96, ça concerne les activités réglementées pour lesquelles il faut produire l'autorisation en fait, après immatriculation au greffe. En fait, c'est le truc qui se fait en deux temps où l'organisme, pour délivrer son autorisation, exige un cabis. Donc on produit le cabis, on n'a évidemment pas le droit d'exercer puisqu'on n'a pas l'autorisation. Donc on a une mention sur l'extrait cabis, et derrière, normalement, le texte, donc ce texte-là, 123-96, il indique qu'on doit produire le document d'autorisation par le guichet unique. Sauf qu'il n'y a pas de moyen aujourd'hui pour l'envoyer par le guichet unique. Donc qu'est-ce qu'on fait? On est coincé, puisque la personne qui a posé la question, alors c'est très bien, c'est très circonstancié, et d'ailleurs je l'en remercie, ni le greffe ne le veut par mail, ni la CMA ne le veut par mail, personne ne le veut par courrier, enfin donc la personne, elle est coincée. Ça, ce n'est pas un cas isolé, c'est un cas qui n'est pas du tout isolé, et c'est très important, puisque derrière la personne, le risque qu'elle a, c'est qu'elle se retrouve avec une injonction par le greffe, et notamment, alors il y en a un qui est spécialisé là-dedans, c'est le greffe de Bobigny, qui met des injonctions parce qu'il n'a pas reçu l'autorisation dans le délai, ce qui est normal, puisque le texte le prévoit. Sauf que derrière, l'entreprise, qu'est-ce qui lui arrive? Elle a une injonction avec une astreinte de paiement par jour de retard.
Donc hier, j'ai saisi officiellement la mission là-dessus, ça remontait à la DGE pour qu'il y ait un avis du collège stratégique qui soit émis, pour qu'on sache comment faire. Parce que là, du coup, ben, on ne peut pas le faire par guichet unique parce qu'il n'y a pas d'outil. Le greffe le refuse et la CMA le refuse. Donc, alors des fois, en se battant par les portes détournées, ça passe, mais on n'a pas à se battre par une porte détournée. Enfin, voilà, ça me rappelle une BD, non, il n'y a pas un Astérix Obélix Si, ça se peut. Tu vois pourquoi les données du RNE diffèrent d'un jour avec les données du RCS? Alors ça, c'est tout à fait normal. Le RNE, il est mis à jour dès validation, donc, sauf cas exceptionnel, du dossier au greffe. Donc dans les 5-10 minutes, quand votre dossier il est validé au greffe, ça remonte dans le RNE. Sauf que les données des greffes, eux, c'est mis à jour sur Infogreffe, dans leur système, la nuit, une fois par jour. Donc quand c'est validé au greffe de Paris, vous n'avez le cabis disponible que le lendemain matin. Voilà. Donc c'est ce qui fait la différence. Comment appliquer ça, on l'a déjà mis, je ne sais pas pourquoi je l'ai remis 2 fois. Pourrons-nous un jour déposer les formalités de dissolution et de liquidation en même temps? Alors ça fait en gros 2 ans qu'on le demande, en fait depuis que c'est en place. On espère que ça arrivera un jour, parce qu'effectivement aujourd'hui il faut déposer la dissolution, patienter 1 mois, 1 mois et demi, si tout va bien, si on n'a pas de rejet. Et ensuite déposer sa clôture de liquidation et repatienter 1 mois. Donc potentiellement on attend 2 mois, 2 mois et demi pour clôturer une société, alors qu'avant ça nous prenait 3 jours. Donc là on milite vraiment, mais tous et quasiment à chaque comité d'utilisateurs on remet une couche. Quand est-ce que ce sera fait? Donc pour l'instant c'est pas... Alors c'est pris en compte, hein, voilà, mais c'est pas dans l'ordre des priorités. Ce serait bien que ça en devienne une en fait. Serait-il possible d'associer le numéro de dossier au remboursement effectué par l'INPI? C'est pareil. Ça fait 200 000 fois que c'est demandé. On reçoit des versements sur le compte bancaire, crédit, carte bancaire, très bien. INPI, VADS. Merci du cadeau, mais à quoi ça correspond? On aimerait bien savoir à quoi ça correspond. Alors on a Thomas Silla qui nous suit. Ah, il est là Thomas? Super. Il est là, et donc Thomas Silla, c'est le permanent du Conseil national de l'ordre qui s'occupe de répondre à toutes vos questions. Donc Thomas, si tu veux bien, on t'enverra toutes les questions après. Si tu veux répondre à tout, ça serait super sympa. Et surtout après, on va les trier par greffe, etc. Et on se chargera de contacter les greffiers à chaque fois. Normalement, on les connaît. On a de bonnes relations avec eux. Donc on va essayer de faire le nécessaire pour vous dépanner. Alors, et encore aspirine, c'est gentil. Concernant les sociétés de droit étranger, alors il y aura un développement qui sera mis en ligne en juin concernant la refonte du parcours pour la création de la société d'une entreprise sans établissement en France. Bon, il n'y en a quand même pas des masses de celles-là. Bon, ça existe, hein, mais ça, ce sera mis en juin. Concernant la demande de suppression d'annuler une formalité... Si vous voulez bien ne pas me poser de questions, parce que je ne vais pas pouvoir toutes les reprendre, et les poser à la fin de l'exposé. Si on n'y a pas répondu, ça pourrait être super sympathique de votre part, sinon après vous serez un petit peu frustré. Concernant la demande de suppression d'annuler une formalité lorsqu'il y a une difficulté avec l'INSEE, ça c'est effectivement un problème, puisque des fois on est bloqué par l'étape INSEE et on se dit bon, je supprime et je vais recommencer. Tout, on recommence. Voilà, pour l'instant on ne peut pas, puisqu'il faut donc intervenir auprès de l'INSEE pour qu'eux fassent un rejet, pour que derrière on puisse supprimer. Donc délai, le délai INSEE, hein, voilà. Donc, mais on a demandé effectivement à ce que ça aussi se soit mis en place. Pourquoi une société inscrite à la CMA ne peut plus obtenir son SIRET dès sa validation par le greffe? Donc ça, c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure, c'est le nouveau parcours qui a été décidé lors de la création du guichet unique, donc en 2019-2020. Ça, c'est une erreur, hein, clairement. On ne peut pas voir ça autrement. Hein. Si tout fonctionnait bien, on pourrait dire qu'il n'y a pas de problème, mais un organisme qui met 1 mois pour valider une immatriculation, et puis 2 mois pour valider un transfert de siège, c'est juste pas normal. Après, en plus, un délai greffe de 1 mois, 1 mois et demi, on arrive à 3 mois pour avoir son SIRET, c'est juste inadmissible. Quoi. Donc, les CMA, c'est pas nouveau. Hein. Les CMA, c'est pas nouveau, mais là, c'est impactant. Avant, c'était pas impactant, puisque le SIRET, la boîte, elle l'avait. J'ai envie de dire, si le dossier il était transféré, le dossier de transfert de siège, il était traité à l'INPI, par la CMA 1 mois après, j'ai envie de dire, on s'en fichait. Là, maintenant, on s'en fiche pas. Quoi. Maintenant, il y a un vrai impact. Donc, alors, on espère qu'un jour, ce sera revu, mais pour l'instant, ce n'est pas du tout dans les tuyaux. Est-ce qu'il existe des API pour récupérer les factures de l'INPI? Alors, à ma connaissance, non.
Alors le tableau de bord a évolué et on a demandé par contre une chose, c'est que vous savez dans votre dossier, vous avez, alors si vous avez 10 régules de greffe, là vous avez 10 reçus, 10 reçus, on a demandé qu'il y ait une facture à la fin. Voilà, pas 12 reçus de 3,68 € ou de 1,30 €, on s'en fout, nous on veut une facture unique, avec, alors ils n'ont qu'à mettre 10 lignes de 1,30 € s'ils veulent dedans, mais on n'en veut qu'une seule, quoi. Voilà. Donc ça, on est arrivé à un consensus où on l'a demandé, et pour le coup, ça, normalement, ça devrait pouvoir se faire. Alors pas tout de suite, parce que c'est pas prioritaire pour le coup. On va dire que c'est plutôt du back-office. Qu'est-ce qui est prioritaire aujourd'hui, Eric? Qu'est-ce qui est prioritaire? C'est l'ergonomie et la synchronisation du RNE. Voilà, c'est ça, c'est leurs deux gros chantiers. Et la refonte du parcours modification. Oui. Parce que la refonte du parcours modification, en fait, là, le but derrière, c'est qu'il n'y ait plus tout qui s'affiche. C'est qu'on coche, en gros, un peu comme un faux greffe avant, il ne faut pas se voiler la face. Qu'est-ce qu'on veut faire et que ça ouvre que les champs impactant la modification. Voilà. Ça, c'était l'API. Dossier nécessitant l'intervention technique de la part des NPI, notamment concernant une problématique de siège. Alors, il y avait 3 semaines, il y a à peu près 3 semaines, un mois, il y avait beaucoup de dossiers où les établissements étaient catégorisés que siège. Ce bug-là, il a été levé, il n'y a plus de problème. Donc, pour les liquidations, quels documents de l'URSSAF faut-il produire pour les entreprises sans salariés, notamment les sociétés civiles? Alors, ça c'est un vieux sujet qui pose quand même un vrai problème. Le décret qui est sorti au mois de juillet a été mal rédigé. Ah oui, pardon. Le décret a été mal rédigé. On a juste oublié qu'il y avait des sociétés civiles en France et qu'en gros, elles n'avaient pas de salariés, ces sociétés-là. De même qu'il y a beaucoup de URL où il n'y a pas de salariés. Il y a beaucoup de SASU où les gens ne se versent que des dividendes. Donc, pouf. Voilà, donc tout ce périmètre-là, déjà, on les a oubliés. On a considéré que l'attestation de vigilance, elle concernait toutes les boîtes. Ben non. Pour avoir une attestation de vigilance, il faut un compte URSSAF actif, donc un compte employeur. Si on n'a jamais eu de salarié, on n'a pas de compte, URSSAF, on n'a pas de compte employeur, et donc on ne peut pas avoir d'attestation de vigilance. Donc il a fallu trouver des stratagèmes. L'URSSAF national a sorti un document donc, celui qui doit être produit, c'est celui-là. C'est une attestation d'entreprise sans salarié. C'est ce document qui doit être diffusé. C'est celui-là qui doit sortir de l'URSSAF. Il doit être signé par l'agent qui l'émet. S'il n'est pas signé, potentiellement, le greffe le refuse parce qu'il considère que vous l'avez fait vous-même. Voilà, super. Le document, il ne peut pas être obtenu par mail. Il est adressé automatiquement à l'adresse du siège social de la société qui est connue par l'URSSAF. Ils ne veulent pas l'envoyer ni aux experts comptables, ni aux mandataires, ni aux dirigeants à son domicile. C'est au siège social. Donc, si le siège social, en plus, il n'existe plus, qu'il n'y a pas le nom sur la boîte aux lettres, vous pouvez vous amuser un moment. Et ça dépend sur qui on tombe. Alors, ça, on ne va pas le dire. On va dire que c'est la porte. Voilà, ça nous arrange. Mais bon, normalement, la procédure, c'est ça. Alors, en insistant, alors moi, j'ai eu le cas avec un de vos confrères. On s'est battu, on y est arrivé, mais ça a duré 3 mois. Elodie nous dit, l'attestation d'URSSAF, elle est jamais signée. Elle n'est jamais signée, ça dépend des URSSAF. Ah, ok. Mais après, si le greffe insiste, il va bien falloir trouver une solution pour la signer. Alors, il n'y a pas de rejet en vrai des greffes. J'en ai pas vu beaucoup. Hein. On en a remonté 2-3 des greffes qui refusent l'attestation si elle n'est pas signée. Bon, malheureusement, s'ils refusent, ils refusent. Hein. Elle n'est pas signée, elle n'est pas signée. Quoi. Donc, bon. Voilà. Après, normalement, elles doivent être aussi certifiées conformes par le dirigeant. On les envoie tous comme ça, on ne les certifie pas conformes. Bon, et ça passe, normalement, il n'y a pas de problème. Mais malheureusement, le texte a été mal fait, donc il faut produire ces attestations d'entreprise sans salariés, même pour les sociétés civiles, et on est bien d'accord que c'est complètement idiot, mais bon, le texte est comme ça. Voilà. Il faut réformer le texte. Voilà. Concernant les demandes de complément de frais de relance pour les dépôts des comptes annuels effectués en retard. Alors ça, c'est déjà un sujet qu'on avait évoqué l'année dernière. En fait, certains greffes font des relances pour non-dépôt de compte et d'autres ne le font pas. Donc l'INPI ne peut pas savoir en fait si le greffe a fait une relance sur ce dossier en particulier et combien il a fait de relance. Et est-ce qu'il a fait une relance simple
Est-ce qu'il en a fait une deuxième simple? Est-ce qu'il a fait un recommandé? Est-ce qu'il a fait une injonction? Tout ça, l'INPI ne peut pas le savoir. Donc, malheureusement, il n'y a que le greffe qui le sait et qui demande ou pas, parce que des fois, vous avez des greffes qui font des relances, mais ils ne demandent pas les frais de relance quand ils créent le dossier, et ils vous le valident comme ça. Et sinon, s'il est vraiment très pointilleux sur ses frais, eh ben, il vous fait une demande de régularisation. Et comme il fait une demande de régularisation, en plus, il vous demande 1,30 € de frais de régularisation. Donc les frais de relance, malheureusement, l'INPI n'a pas le moyen de savoir en avance s'il faut les demander ou pas. Certains greffes continuent de se baser sur les synthèses. Eh bien oui, alors qu'en fait, on ne devrait pas. Normalement, c'est le support déclaratif, c'est le fichier JSON, donc on ne voit pas, nous. Hein. C'est comme la DSN, hein. Quand on envoie la DSN, on ne voit pas la DSN, enfin on peut aller regarder. Hein. C'est que des lignes texte avec des codes. C'est un transfert de données. Donc le support déclaratif, si on veut être très embêtant avec un greffe qui nous dit « veuillez corriger la synthèse », c'est veuillez revoir potentiellement votre dossier. Votre dossier, c'est pas corriger la synthèse. Des fois, la donnée, elle est bonne dans le JSON et elle est mal remontée sur la synthèse. Mais c'est le JSON qui fait foi. Donc bon, alors quand ils nous disent des fois veuillez corriger la synthèse, corrigeons la synthèse. Hein. Pour ceux qui veulent le texte et qui veulent se battre avec un greffe, je vous l'ai mis, c'est le A123.1 du Code de commerce. Si vous considérez que votre synthèse elle est bonne et qu'il y a une discordance avec le fichier JSON, vous pouvez le renvoyer sur le fichier JSON. C'est celui-là qui doit faire foi. Voilà. Les délais de certains greffes, notamment Paris, sont très longs. Pourquoi? Alors, j'avais eu un échange avec le greffier en chef de Paris en décembre. Il y a une problématique à Paris, c'est qu'il y a énormément de personnel qui a été débauché par des professionnels, donc des cabinets de formalité légale potentiellement. Évidemment, les opérateurs du greffe sont des gens qualifiés. Hein. Tous les gens qui ont travaillé 20 ans dans un greffe, forcément, ils connaissent le métier, et surtout à Paris. On connaît en gros toutes les formes juridiques à Paris, donc c'est des gens qualifiés, donc il y en a qui ont été débauchés. Il y a un turnover qui est important, et le délai de formation pour être vraiment un bon contrôleur, on va dire que c'est minimum 2 ans. Pour être vraiment aguerri au RCS, c'est vraiment 2. Et pour être très très bon, c'est 5 ans. Voilà, pour connaître tout, c'est 5 ans. Donc là, il a un problème, c'est qu'il a un problème de compétence des équipes. Trouver de l'appareil, trouver des gens qui veulent venir travailler, mine de rien, au greffe de Paris, qui veulent venir travailler tout simplement à Paris, dans ces domaines-là, c'est pas simple. C'est une compétence vraiment très spécialisée. Enfin, on n'apprend pas ça à la fac de droit. Donc c'est difficile de trouver de la main-d'œuvre qualifiée. Et deuxième sujet, c'est que les dossiers INPI sont beaucoup plus longs à traiter que les dossiers préalables qui étaient faits sur Infogreffe ou même au papier. Avec une autre problématique qui se rajoute là-dessus, c'est que quand il y a des demandes de régularisation, quand ça revient de l'INPI, ils sont obligés de tout revérifier le dossier parce que c'est pas tagué comme sur un champ en se disant tiens, le rejet portait sur le dirigeant. On est obligé de tout revoir parce qu'il n'est pas exclu que le client ait allé modifier un mot dans l'activité alors qu'on l'avait déjà contrôlé, parce qu'ils n'ont pas de balise pour dire le déclarant est intervenu sur tel champ lors de sa régularisation. Donc ils sont malheureusement obligés de tout revoir, et ça allonge considérablement les délais. Voilà. Donc ça, c'est le problème du greffe de Paris. Cumul des formalités. Combien de formalités peuvent être faites lors de la saisie d'une même formalité sur le guichet unique? Alors, tout événement qui se trouve dans le même mois peut être déclaré lors d'une formalité. Donc vous pouvez très bien déclarer un changement de déno, un transfert de siège, un changement de dirigeant, dès lors que c'est dans le même PV ou que c'est dans le même mois. Par contre, attention, les formalités doivent être faites dans le mois qui suit. Et vous avez certains greffes, et notamment alors, en Ile-de-France, vous avez Pontoise, qui applique un article très connu maintenant, c'est le A123.43 du Code de commerce, qui nous dit que pour toutes les formalités connexes, donc changement de déno, changement de siège, etc., si vous n'avez pas fait votre formalité dans le mois qui suit, donc si vous avez dépassé le délai, il vous demande autant de formalités que d'événements. Alors en soi, ce n'est pas très grave de faire 3 formalités, sauf quand on a à payer 3 fois 188,81 par contre. Voilà, parce que c'est ce qui se passe. C'est que pour le coup, il prend 3 fois les frais. Voilà. Donc les formalités, elles doivent être faites dans le mois qui suit. Donc attention à certains greffes, pour ceux qui sont notamment dans le Val d'Oise. Mais à mon avis, ils le savent. A priori, il y a Versailles aussi. Oui, il y a Versailles qui se met à le faire, oui, voilà. C'est rentable comme ça. C'est très rentable. Alors, moi, ça va faire 1 an que je milite pour modifier ce texte, pour passer le délai, parce qu'il est de 1 mois dans le texte, pour le passer au moins à 3 mois.
Bon, il y a mots également. Bon, si c'est mots, ils s'y mettent tous. Hein. Mais après, le texte, il est facile, hein, voilà. Il suffit juste de modifier, c'est un décret hein, pour modifier ce texte. Hein. On ne peut pas leur faire des pénalités quand eux, ils mettent plus d'un mois c'est une très bonne question. Bon, sur place, il y en a qui n'obéissent pas du tout à la règle du micro, et donc on nous dit, est-ce qu'il ne peut pas y avoir un effet miroir ou réciprocité, de leur mettre des pénalités quand ils dépassent plus d'un mois? Ça nous fait plaisir de le penser et de le dire. Voilà, il faut réformer les textes, oui. Le déclarant, alors CNI à produire par le signataire de la formalité. Alors le déclarant, même s'il est mandataire, doit en effet justifier son identité. Alors c'est le texte, hein, on n'y peut rien, c'est comme ça. Par contre, pour les employés, donc pour les dirigeants, on doit donner notre petite identité. Par contre, pour un employé d'un cabinet, ce n'est pas la pièce d'identité de l'employé qui doit être donnée. Dans ce cas-là, l'employeur fait une attestation comme quoi M. X est bien salarié du cabinet et est habilité à signer des déclarations de formalité. Normalement, il n'y a pas de rejet avec ça. Donc là, sur le chat, hein, tout le monde s'échange ses bons tuyaux de super formalistes. Hein. Merci à vous tous de participer. J'espère qu'il y a mon nom dedans. Je ne sais pas, ils ont compris que tu en faisais partie. Concernant la liste des pièces jointes pour chaque événement, alors oui, ça, ça fait partie de la refonte de l'ergonomie et du parcours modification. Aujourd'hui, c'est n'importe quoi. Bon, je vais prendre un exemple débile. Hein. Changement de déno, on va vous demander un rapport du commissaire à la transformation. Bah non, on s'en fout. Voilà. Par contre, ce qu'on veut, c'est que ça nous demande le PV, les statuts à jour, l'annonce égale, un pouvoir et éventuellement une autorisation modifiée si le nom apparaît sur l'autorisation d'exercice. C'est tout. On ne veut pas des pièces qui ne concernent pas la formalité. Donc ça, c'est prévu dans les réformes, enfin dans la refonte, que ce soit bien calibré pour la formalité ou les formalités qu'on déclare. Petite zapette. Liste exacte de transmission des informations aux organismes par l'INPI. Alors, la synthèse définitive validée, que vous pouvez retrouver dans le dossier sur le guichet, elle marque exactement les organismes qui ont été avisés par la formalité. Difficultés techniques. Difficultés techniques. Alors, l'INPI ne contacte pas les GTC. Alors, c'est vrai. En même temps, ce n'est pas leur boulot. L'INPI n'a pas à contacter le greffe local pour dire vous avez rejeté à bon escient, à mauvais escient, machin. Alors, c'est potentiellement un problème parce que des fois, bing, bang, voilà, je te renvoie la balle. Mais c'est le boulot, on va dire, du représentant du Conseil national des greffiers dans les réunions qui se déroulent toutes les semaines avec la mission interministérielle, c'est de remonter ces problématiques et de les faire trancher d'un côté ou de l'autre. Mais normalement, ça se fait normalement. Par contre, quand il y a un ping-pong entre un greffe et l'INPI, c'est pas ni à l'un, ni au greffe d'appeler l'INPI, ni à l'INPI d'appeler le greffe, ça ne se passe pas comme ça. Voilà. Catégorisation des activités. Alors, des modifications sont régulièrement effectuées sur les catégorisations. Alors, je voudrais juste attirer un point sur ce sujet-là, parce que c'est extrêmement important. S'il y a bien un point où il faut être particulièrement vigilant, c'est sur les catégorisations des activités. Dès lors que vous avez des activités commerciales et des activités artisanales, il faut absolument découper. Donc, d'un côté, l'activité artisanale ou commerciale qu'on met en principal ou en secondaire. Voilà, il faut savoir laquelle est la plus importante par rapport à l'autre. Il faut bien que l'artisanal soit fléché artisanal et que vous vérifiez bien que votre dossier part à la CMA. Si vous voyez, quand vous générez votre synthèse, que vous n'avez pas la compétence CMA, clairement, vous ne balancez pas votre dossier, il y a un problème. Voilà, vous revenez sur votre brouillon et vous revoyez votre catégorisation. Il faut être particulièrement vigilant là-dessus parce que normalement, le greffe, derrière, si c'est mal catégorisé, il est censé rejeter votre dossier. Donc, il est censé vous dire « revoyez votre catégorisation, vous avez mal catégorisé, donc revoyez votre formalité ». Et ça, on peut dire merci au greffe qui potentiellement vous rejetterait le dossier pour recatégoriser parce qu'il vous enlève une épine du pied après. Parce que si derrière, votre dossier il est mal catégorisé et que vous avez une activité artisanale, on revient au fameux article 123-96 de tout à l'heure. Vous ne pouvez pas régulariser facilement la situation auprès de la CMA, puisqu'on va vous dire de passer par le guichet unique, sauf que votre dossier étant validé et votre cabis, vous l'avez dans les mains, vous dire qu'est-ce que je vais déclarer sur le guichet unique? J'ai rien à déclarer. Donc la solution derrière, elle est un peu débile, mais c'est de modifier un mot dans l'activité pour que ça déclenche une modification. Donc en fait, vous faites une modification d'activité
Alors, soit vous modifiez une virgule, vous modifiez un S, vous rajoutez un T à raquette, enfin, je ne sais pas, vous faites ce que vous voulez. Du coup, ça déclenche une formalité, mais qui est payante. Et du coup, vous pouvez modifier votre activité et ça repart, du coup, dans le bon circuit. Mais pour éviter ça, il faut vraiment être très vigilant au départ sur la bonne catégorisation des activités. Et ils vont revoir également la catégorisation des activités sur les corrections, puisque sur les formalités de correction, la liste, elle n'est pas complète. Il y a des fois, on ne peut pas catégoriser. Aujourd'hui, il y a un souci, j'ai échangé avec les greffiers, sur le nombre d'entreprises en fait, fictives qui se créent. Il y a quand même beaucoup de précautions là. Enfin, c'est vraiment un parcours du combattant pour déclarer. Mais il semblerait que donc certains arrivent à créer le même jour 50 sociétés qui se ressemblent et qui sont en fait des outils de blanchiment. Elles se font toper, hein. Ils les voient. Ils les voient, ouais. Ouais, ça se voit. D'accord, mais après, c'est quand même curieux que ça se passe comme ça. Oui, c'est la dématérialisation qui permet ça, malheureusement. Là, on peut dire merci la dématérialisation, mais on peut dire aussi la dématérialisation, parfois, elle nous ennuie. On peut faire ce qu'on veut avec Acrobat, hein, en vrai. On modifie une facture EDF. C'est un vrai souci. Vous prenez une facture EDF dans une poubelle, vous la scannez, puis vous la mettez à n'importe quel nom. Hein. Donc, voilà. Fausse création d'entreprise, il y en a, oui. Alors, il y en avait déjà avant, mais là, potentiellement, avec le full des maths, il y en a plus qu'avant. Okay. Voilà. Alors c'est pareil, hein, on peut dire les greffes contrôlent les pièces d'identité, nous rejettent les pièces d'identité qui ne sont pas valides. En même temps, pareil, merci en fait. Si on se fait piquer sa carte d'identité et puis que le greffe nous invalide un dossier derrière parce que la carte d'identité elle a été déclarée perdue ou volée, c'est peut-être bien en fait que le greffe le rejette. Oui, j'ai un client qui s'est retrouvé avec une vingtaine d'entreprises immatriculées chez lui. Évidemment, ce n'était pas pour lui, usurpation d'identité. Alors, lenteur sur la descente des dossiers qui ne sont pas reconnus. Alors là, j'ai essayé de comprendre ce qu'était la question. L'INPI indiquait renforcer l'assistance. En fait, c'est les dossiers, quand vous tapez vos numéros sirène, ça ne remonte pas, en fait. Donc, il n'existe pas, il n'existe plus, il n'a jamais existé, ou le numéro sirène n'est pas bon. Ça, c'est malheureusement, il faut passer par l'assistance. Et si jamais il y a un vrai blocage, il faut passer par Thomas pour qu'il puisse intervenir. Pourquoi certaines formalités sont divisées en deux par l'INPI alors que le TC traite la globalité du dossier en une seule fois? Alors normalement ce cas concerne les formalités où il y a des activités commerciales, agricoles et des activités artisanales, parce que ça ne part pas au bon endroit, donc elles sont scindées, ça c'est normal, avec des valideurs différents. Si c'est autre chose que ça, c'est pas normal, donc du coup pareil, il faut faire remonter le problème. Mais normalement, quand elles sont scindées, c'est parce qu'il y a plusieurs valideurs derrière. Dépôt des comptes des EURL. Bon, là, effectivement, il y a une difficulté et ils nous ont annoncé un déploiement de correctifs, on espère, en avril-mai. Sur l'extrait RNE, les activités exercées n'ont pas été différenciées et ont le même code APE. Alors, le code APE, il est délivré pour l'activité principale de l'établissement. Donc, s'il y a deux activités dans l'établissement, il n'y aura pas de code APE, c'est un code par APE, un code APE par établissement, pardon. Et le robot, parce que c'est un robot à l'INSEE qui attribue le code APE, il se base sur les premiers mots de l'activité déclarée. Bien sûr. Donc si c'est la vente de chaussettes, vous aurez le code APE de la vente de chaussettes. Par contre, si c'est fabrication et vente de chaussettes, en gros, il va vous mettre le code APE de la fabrication de chaussettes. Voilà, donc il faut faire gaffe aussi à la rédaction de son activité pour se dire attention, parce qu'il y a un impact sur le code APE. Et vous avez une formalité qui a été mise en place, qui est, vous voyez, modifier l'ordre de l'activité. C'est typiquement pour cette histoire de code APE, pour les gens qui sont embêtés, parce que maintenant, l'INSEE n'accepte plus qu'on leur demande des modifications de code APE comme ça, ils veulent une formalité. Ok. Mauvaise reprise de données sur les fiches de synthèse. Alors oui, ça arrive de temps en temps. Pareil, il faut faire remonter le problème. C'est très rare, mais quand ça arrive, ça arrive. Donc il faut faire un message circonstancié à Thomas. Et si vous faites une demande, il faut vraiment vous donner la copie de votre saisie d'écran et la synthèse, pour voir vraiment que vous avez bien saisi la bonne information et que ça ne remonte pas dans la synthèse. Un client effectue une location gérance et ensuite acheter le fonds de commerce, comment faire? Alors il y a un événement
qui a été mis en ligne, où on peut modifier l'origine de fonds. Donc ça existe, ça a été mis en ligne. Transfert de siège, alors une anomalie au niveau de l'activité concernant la catégorisation des activités imposant une formalité corrective. Alors on peut tout à fait corriger les catégorisations quand on fait une formalité. D'ailleurs, il ne faut pas hésiter à le faire. Si on fait une formalité, il faut systématiquement, même si ça ne concerne pas l'activité en vrai, il faut aller voir l'établissement, les activités déclarées et voir la catégorisation qui a été rentrée, surtout si on n'a pas fait de correction avant ou si on n'est pas, on va dire, le professionnel qui suit l'entreprise depuis sa création. Donc s'il y a d'autres formalistes qui passent devant, on ne sait pas ce qu'ils ont fait en fait dans l'épisode précédent. Donc il faut aller voir la catégorisation, vérifier qu'elle est bonne et au besoin à la changer. Ce n'est pas parce qu'on change la catégorisation qu'on change l'activité et qu'on déclenche une modification. La catégorisation, elle ne vise qu'à transmettre le dossier au bon endroit. Mais donc il faut aller voir si c'est bon, et on n'est pas obligé de faire une formalité de correction avant, on peut très bien le faire à ce moment-là. Comment faire pour supprimer une formalité sur le guichet unique? Alors ça a été mis en place. Par contre, on ne peut pas supprimer une formalité qui est en cours de validation ou de contrôle chez un valideur. Il faut contacter le valideur, lui demander de rejeter le dossier. Donc le valideur, c'est un greffe? Un greffe ou la CMA pour le coup. Voilà. Contacter le greffe, lui dire « Monsieur, je me suis complètement vautré dans mon dossier ». Ou alors, j'ai fait n'importe quoi, vous me l'avez rejeté, c'est très bien, mais il faut que j'en refasse un autre. Donc, supprimez-moi celui-là, fermez-le complètement, et j'en refais un autre. Voilà, donc il faut vraiment que le valideur, lui, fasse un rejet définitif pour qu'on puisse le supprimer in fine sur le guichet unique. Et on arrive à la fin. Faut-il certifier conforme les comptes annuels ou la signature électronique suffit-elle pour les comptes de liquidation? Et la signature électronique suffit-elle pour les comptes de liquidation? Normalement, vous avez un article, c'est le 123.102, qui impose que tout ce qu'on dépose au RCS en annexe doit être certifié conforme par nos soins. Donc normalement, on doit prendre tous les actes et on met pour copie certifiée conforme. Et c'est pas certifié par nos soins, pardon, c'est certifié conforme par le représentant légal. Il nous le transmet et on dépose. Bon, ça c'est le texte. Vous avez des gens, des greffes qui sont très tatillons, ils ne sont pas très nombreux, mais vous en avez certains qui vont vous faire un rejet en disant « Veuillez certifier conforme l'acte ». Bon, s'ils vous le demandent, malheureusement, ils ont le texte pour eux, c'est 123.102. Ils sont très rares à le faire en vrai. Hein. Donc voilà, moi je l'ai eu, mais franchement, je l'ai eu 2 fois l'année dernière. Donc bon, ok, très bien. On renvoie au client, merci de bien vouloir certifier conforme le PV, et puis voilà. C'était notre dernière question. C'était la dernière question, exactement. Alors, il nous reste 20 minutes. Je vous propose, ouais, merci beaucoup Eric, hein, c'était patient comme d'habitude, mais là je vous propose de nous poser vos questions au cas par cas et on va essayer d'y répondre. Et dès qu'on ne peut pas y répondre, eh bien, on vous répondra par mail après. Comme il y a 1 an, Eric. Exactement. Alors, allez-y, c'est le moment maintenant. Est-ce que vous avez des questions dans la salle? Un micro, s'il vous plaît. Merci. Merci. Une question très bête. Comment on fait pour accéder à la base des bénéficiaires effectifs? Alors ça, côté, la base des bénéficiaires effectifs. On essaye de le mettre en place dans notre cabinet et j'y arrive pas. Alors, vous l'avez sur le site du Conseil national de l'ordre. Ah, sur le site, ouais. Oui, et peut-être que c'est dans Malab, je crois. Donc là, parce que j'essaye de passer par l'INPI et ils nous demandent des documents invraisemblables, appels d'offres et tout. Non, donc, non, c'est pas en bon, fait, c'est avec la qualité d'expert comptable que vous pourrez avoir accès au registre des bénéficiaires effectifs. Et donc, on fait une demande? Donc là, non, vous l'aurez directement, en fait. Je me connecte avec le compte de mon patron et... Vous allez sur le... Voilà, vous êtes expert comptable, vous allez sur le Conseil national de l'ordre ou collaborateur de cabinet, vous avez un compte expert, donc vous vous identifiez. Je crois que vous allez dans Malab, mais on va vous mettre pour ceux qui savent, vous pouvez nous mettre le lien dans le chat ou on le met, tu le sais, Fabrice, le lien. Si on essaie par l'INPI, c'est une horreur. D'accord, oui, ça va. D'accord. Merci. Tu veux de quelqu'un... Ouais. Ouais, j'ai fait un petit... On a la chance d'avoir Fabrice Evrard dans l'assistance. C'est Fabrice, d'accord. Oui, c'est Fabrice Evrard. The Fabrice Evrard. J'ai le visage aussi maintenant, du coup.
J'ai fait un tuto sur truc de comptable. Donc, ils vont sur le sommaire. Vous tapez juste, vous faites RBE, vous cherchez RBE. Et j'ai fait toutes les captures d'écran sur le site du CNO pour pouvoir avoir accès coup, au RBE. Donc, et là, il y a Anne-Estelle. Merci beaucoup, Anne-Estelle, qui nous met le lien aussi sur le site. Merci. Il faut en profiter parce que vous avez accès. Par rapport à moi qui suis formaliste, moi, je n'y ai pas accès aux bénéficiaires effectifs. On n'est pas dans la liste des personnes autorisées ou justifiant y avoir un intérêt, on n'est pas dedans. Donc profitez-en parce que vous avez la possibilité d'y aller. Vérifiez quels sont les bénéficiaires effectifs de la boîte avant de faire vos formalités. Vraiment, parce que c'est le problème, il est là-dessus. On ne sait pas ce que les gens ont déclaré ou pas déclaré au greffe en vrai. Donc, alors Max. Oui, est-ce que vous savez pourquoi l'assistante peut être aussi mauvaise? Puisque ça m'est arrivé d'avoir un problème, la personne me répond, elle m'envoie un PDF pour m'expliquer comment faire la procédure. Je vais sur le site qu'elle m'indique, je vais sur les pages qu'elle m'indique, et évidemment, le lien n'existe pas. Je rappelle, j'ai une autre personne qui m'envoie le bon truc. C'est des gens qui sont de l'INPI ou c'est un centre d'appel? Je crois qu'il y a des gens de l'INPI, mais il y a aussi un centre d'appel, il me semble. Surtout le niveau 1, en fait. Alors, j'ai une question de Charlène. Que faut-il compléter sur le formulaire INPI pour indiquer la demande d'immatriculation d'une LMNP à l'URSSAF? C'est quoi? Qu'est-ce qu'elle a dit? Que faut-il compliquer sur le formulaire INPI pour indiquer la demande d'immatriculation d'une LMNP? Tout? Toutes les informations qui sont demandées. Il n'y a pas de personnel. C'est pas pourquoi l'URSSAF? L'URSSAF nous invite à passer via le guichet unique. Oui, mais l'URSSAF n'est pas concernée pour ça. Il n'y a pas de personnel. C'est pour avoir un SIRET. En fait, l'immatriculation du LMNP, c'est juste pour avoir un SIRET, pour être connu des impôts, c'est tout. C'est pas l'URSSAF, c'est plutôt la DGFiP qui est concernée. Alors, Et on a des questions. Alors, Abdou, je ne retrouve plus votre question. Vous ne voulez pas me faire un copier-coller, me la refaire? Ça serait sympa. Vous voyez, quand je remonte, là, c'est... Il n'y a plus de questions dans la salle? Si. Voilà. On va alterner la salle et le chat, comme ça, on sera un peu plus efficient. Il y a certaines formalités qui ne remontent pas au RNE, comme la reconstitution des capitaux propres. Qui ne remontent pas après validation? Oui. Ah. Et on a beau contacter le guichet unique, du moins, oui. On pourra se choper après. Vous me donnez un ou deux cas que je les saisisse du coup. Oui, on a beau en fait les contacter pour leur dire comment ça se passe, est-ce que ça va remonter. Moi, ça fait 1 an que je suis... ah oui ouais. Et elle a été faite sur le guichet unique? Oui, oui. Vous me donnerez le cas, Ok, donc ça, vous voyez ça au café ensemble. Sarah, j'ai un dossier bloqué pour transfert de siège social dû à une différence entre le SIRET INPI et le greffe sur les 3 derniers numéros de dossier rejetés 2 fois. Je ne peux pas le refaire car il sera encore rejeté par le greffe de Paris. Tu as compris la question? Oui, c'est un problème de NIC, mais là, il faut explorer. Je peux pas... Bon. Alors, il faut explorer, ça veut dire quoi? Il faut regarder le dossier, pourquoi il y a une différence. Comment le greffe peut avoir un NIC différent de ce qu'elle a saisi? C'est pas logique en fait. Ok, très bien. Ça veut dire que vous pourriez vous contacter après, puis vous voyez ça ensemble? Potentiellement, oui, on regarde. Ouais. Bonjour, j'ai un dossier de création de SASU depuis le 19 février 2025 au greffe de Bobigny en attente de validation. Traitement du dossier de création et toujours rien à ce jour. Cela fait plus de 20 jours. Bobigny, ça m'étonne par contre, parce que pour le coup, là, il faut qu'elle appelle Bobigny parce que c'est pas logique. Donc là, il faut appeler Bobigny. Ouais, là, franchement, Marie-Cécile. Autant on peut râler sur certaines choses, mais là, le greffe de Bobigny, s'il y a bien un truc qui fonctionne bien chez lui, c'est les immatriculations pour le coup. Ouais, il faut leur faire un mail. Ouais, d'ailleurs, ça doit être rcs@greffe-tc-bobigny.fr tout simplement. Et en plus, ils répondent aux mails. Tout simplement, ouais. Alors, donc tout simplement, rcs. rcs. greffe-tc-bobigny.fr. Voilà. Alors, Abdou, merci beaucoup de m'avoir remis la question. Donc, j'ai une dissolution anticipée avec la nomination d'un liquidateur et la fixation du siège de liquidation. Et on me demande le rapport du liquidateur je dois fournir au moment de la liquidation. Alors ça, c'est sur le guichet unique qu'on le demande. Oui. Mais il n'est pas obligatoire. On ne le met pas. Bon, là, on lui demande.
Oui, mais c'est dans les pièces de demande, c'est pas bloquant. Pas bloquant, Abdoul. J'espère qu'on a répondu à la question. Après, Ludovic, la transformation... Mais ça ne devrait pas être demandé non plus. Quoi. Enfin, voilà, c'est ça. Ludovic, la transformation d'une SARL en SAS, est-ce que l'on risque toujours un rejet si le rapport du commissaire à la transfo indique que les capitaux propres sont négatifs? Normalement, oui. Voilà. Il ne devrait pas y avoir, enfin, sauf erreur de ma part, il ne devrait pas y avoir de... Je ne sais pas comment on fait. On ne devrait pas pouvoir transformer si... Exactement. Enfin, là, c'est un vrai problème de forme, de fond, je veux dire. C'est un problème de droit, là, oui. Donc, et de droit. Il y a des commissaires aux comptes dans la salle ou pas? On ne peut pas, normalement. Oui, bien sûr, non, on ne peut pas, évidemment. Alors, Laurent, j'ai un client EIRL. Donc, déjà, tu nous as dit dès le début, EIRL... EIRL, chantier. Voilà, chantier, ça ne marche pas du tout, du tout. Donc, on y va quand même. Artisan, alors déjà on est bien, il cumule les deux là, double peine. Si, EIRL c'est les dépôts de compte qui ne marchent pas. Alors, d'accord, que ça? A priori le reste. Ok, alors j'ai un client EIRL, artisan, qui a transféré son siège social le 1er janvier. Formalité rejetée au bout de 2 mois par la CMA, Gironde, car la formalité aurait dû être validée en amont par le tribunal de commerce. Parce qu'elle l'a fait sur Infogreffe. Apparemment, le RNE lui attribue une activité commerciale, ce qui n'est pas le cas, mais impossible de modifier son activité. Comment s'en sortir? C'est la saisine du collège stratégique. Comment s'en sortir? Bonne question. Bon. Voilà. C'est le fameux problème. Voilà, quand c'est pas au bon endroit, c'est le boxon. On n'y arrive plus. Donc là, c'est ce que tu as dit tout à l'heure. Ouais. En théorie, il faut contacter la CMA, qui nous répondra dans 3 mois pour faire retour arrière. Voilà. Okay. Donc là, c'est mal barré. Ouais. Donc, on a remis le lien du truc de comptable de Fabrice Evrard pour récupérer le registre des bénéficiaires effectifs. Merci Frédéric. Christelle, on y va pour Christelle? Christelle, c'est long. Pour lever une inscription provisoire sur un cabis avec le greffe de Bobigny pour une activité de formation professionnelle. Le guichet unique m'a donné comme solution de passer par le dépôt d'actes, mais le greffe rejette car il ne veut pas que ce soit en annexe du RCS. C'est pas public. Et refuse tout autre moyen de dépôt en LRR refus. Il m'a répondu « Bonne chance avec le guichet unique ». Et se cachant derrière l'interprétation stricte du R123-96, que puis-je faire d'autre? Mon client risque l'injonction. Bon, bref, alors on fait quoi? C'est ce que je vous disais tout à l'heure. Attendons le collège stratégique qui se réunisse et qui émette un avis pour les forcer à prendre les dossiers. Hein. Voilà. Ou que l'INPI développe rapidement un moyen de transmettre ces données. Ok. Alors. Parce que c'est un document à transmettre en vrai. Hein. Oui. Donc on devrait pouvoir dire je sélectionne mon sirène, je balance le document. C'est tout en fait, il n'y a rien à faire. Bon. Virginie, je remets ma question. Pourquoi l'INPI prend des frais de 5,90 € par formalité, voire plus, alors que le guichet unique est normalement gratuit? C'est pas une taxe guichet unique, c'est la taxe tenue du registre national du commerce et des sociétés. Donc c'est la taxe RNCS qui existe depuis toujours la nuit des temps. Ok. Béatrice, est-il prévu de faire le lien avec le RNE afin d'éviter de renseigner plusieurs fois les mêmes informations, comme l'adresse, le nom, le dirigeant, anciennement sur Infogreffe, etc. C'est depuis la confidentialité, je suppose. Oui. Si c'est depuis la confidentialité, on n'a pas à aller intervenir sur l'adresse du dirigeant si elle n'est pas modifiée, donc pas de conséquences normalement. Sauf que, il faut être vigilant, il y a des greffes qui se sont mis à faire des rejets, alors pas dans ce coin-là, hein, mais évidemment c'est plus en bas à droite, quand il fait chaud et beau, bien en bas là-bas, où ils rejettent, s'ils n'ont pas l'information sur la synthèse, en disant on n'a pas la donnée complète de monsieur X, donc veuillez la modifier. Sauf qu'avant, si vous vous rappelez bien sur les M2, quand on modifiait une personne, on mettait nom, prénom, et on modifiait son adresse et on mettait sa nouvelle adresse. On n'exigeait pas l'ancienne adresse et tout son pédigré avec sa date de naissance, son lieu de naissance et tout ça sur les M2. Donc faut aussi se dire, c'est peut-être un peu abusif comme rejet. Sandra, sur le guichet unique, j'ai un établissement secondaire que je souhaite fermer avec SIRET et le greffe me rejette
me rejette systématiquement la formalité car le sirène n'est pas actif chez eux. Il est pourtant bien existant au SIE. Que SIE, c'est SIE. Ben, ça veut dire qu'il est radié d'office, a priori. S'il est inactif chez eux, ça veut dire qu'il est radié d'office. Donc il faut déjà qu'il fasse la levée de radiation d'office auprès du greffe. Et c'est directement auprès du greffe la levée de radiation d'office. En fait, s'il est déjà fermé, donc ça veut dire que... Non, le sirène. D'accord. Mais pas l'établissement secondaire, il n'est pas fermé du coup. C'est une sanction administrative qu'il a eue. D'accord. Donc il faut qu'il fasse réactiver le sirène, donc levée de radiation d'office. Donc Sylvie nous fait remonter que les greffes ne répondent plus au téléphone. Certains, oui. C'est un sujet qu'on a évoqué sur les 2 derniers comités d'utilisateurs. Ils doivent répondre au téléphone et ils doivent répondre aux questions qui leur sont posées. Alors soit par mail, soit par courrier, mais ils doivent répondre aux déclarants. Ça fait partie de... Ils ont une délégation de service public et en fait, ils doivent donc répondre aux déclarants. Je voulais intervenir parce que finalement, vous n'avez pas répondu à... Enfin, j'ai peut-être pas posé des questions, mais j'ai fait des affirmations sur le site lors de mon inscription. Et vous résolvez... Moi, je suis venu pour trouver une résolution à mes attentes et il n'y a aucune résolution. Bah, on fait ce qu'on peut. Alors moi, je suis en relation avec l'Ordre des experts comptables au service juridique avec Corinne Bellage, où j'ai tout informé, etc. Le dernier mail qu'elle m'a envoyé, elle m'a dit j'ai transmis à notre interlocuteur avec l'INPI, donc je ne sais pas qui c'est. Non, ça doit être à toi. Voilà, et jusqu'à présent, j'attends. Ça fait depuis le mois de novembre, décembre 2024. Corinne Bellage. Bellage, en fait, c'est pas Corinne, ça doit être Gabriel. Ah, Gabriel, oui. Ici, on transmet plein de trucs, sauf qu'après, ils priorisent leurs actions de développement. Non, après, ça dépend du sujet. Non, mais ça, c'est en interne. Chez vous. On va dû te les envoyer, Eric. Ah, peut-être, mais... C'est un dossier d'octobre. Il y a eu une demande de régularisation. J'ai répondu en novembre, après en décembre. Depuis décembre, tout est bloqué. Mais il est bloqué alors, où? Le greffe, paraît-il, m'a pas envoyé le cabis et c'est la Chambre des métiers qui bloque. Ah bah voilà. Alors, est-ce que depuis le mois d'octobre, c'est pas normal. Vos cas par cas et on y répond en direct live, comme ça tout le monde en profite. S'il est bloqué CMA, alors c'est une immatriculation ou une modification? Une modification. Modification. Donc si c'est une modification... C'est une modification du siège social et du capital social. Oui, donc le problème c'est le siège social, le capital. Bon, s'il est modifié... Bon, c'est en même temps, c'est dans le même PV. C'est le même PV, c'est le même truc. Voilà. Bah non, c'est un problème. Enfin, c'est le fameux problème de la CMA. Et jusqu'à présent, c'est pas résolu. Un autre dossier où on a fait la demande du RN, parce que soi-disant c'était mal fait avant. Alors là, c'est quelques jours et c'est toujours bloqué. Personne ne reçoit. D'accord, on va vous donner. Enfin, il y a plein de dossiers qui sont comme ça et on ne peut pas s'en sortir. C'est qu'avec la CMA? Mais il est en attente de traitement ou ils vont le rejeter pour demander quelque chose? Non, il est en attente de traitement par la Chambre des métiers depuis le mois d'octobre. Et Paris, celle de Paris? Greffe de Paris, oui. Enfin non, c'est le greffe ou la CMA parce que c'est pas... Greffe de Paris ou Chambre des métiers de Paris, oui. Paris. Donc c'est la CMA Paris. Oui. Et il y a eu un autre dossier où j'ai fait un changement d'activité. Ouais. On m'a envoyé le cabis avec l'ancienne activité. Il a fallu que j'écrive au greffe par mail, on se dit mais je comprends pas, la synthèse c'est pas ça. Elle dit ah oui excusez-nous on va vous renvoyer. Et ils m'ont envoyé par mail. Enfin c'est un truc, c'est démentiel quoi, tout est faux. Mais moi je suis parfaitement d'accord avec vous. Donc ici je suis venu chercher des résolutions, il n'y en a pas. Ils m'ont fait le même coup. Il y a des scénarios ubuesques, on fait ce qu'on peut. Et tous les ans Paris normalement si vous écrivez à coordinateur RCS. On n'a pas, j'appelle, ils ne répondent pas au téléphone et on ne peut pas leur envoyer un mail. Il n'y a pas de mail. Si, je vous la donne. Oui, mais j'ai rusé pour avoir un mail. On y va. Ils ne répondent pas. Coordinateur au pluriel RCS, greffe tc-paris.fr et est-ce que tu l'as noté en général, ils répondent. Alors, Frédéric va le mettre dans le chat. On y va. Coordinateur au pluriel RCS greffe-tc-paris.fr. C'est les responsables du contrôle. Donc là, on leur fait remonter nos difficultés. Normalement, ils répondent. Hein. Enfin, si c'est un dossier qui est bloqué depuis... pareil, un dossier... octobre, après novembre, décembre, jusqu'à... Oui, voilà. Donc là, c'est clairement pas normal. Parce que là, moi, ce que je fais, c'est que j'attends un mois, je râle pas avant un mois. Alors, mon client a l'intention de faire une action de justice contre le greffe, contre l'INPI, parce qu'il du fait qu'il n'a pas eu son cabis avec les nouvelles modifications, il perd des marchés. Donc, du coup, il va faire une action de justice. Voilà. Non, mais écrivez à cette adresse-là, et ils vont
Normalement, ils répondent. On est désolé, hein, mais on ne peut pas avoir de réponse quand le système n'a pas de réponse. Voilà. On fait ce qu'on peut. Là, c'est au bon vouloir de l'organisme qui est derrière. Hein. Le greffe, il est pas roi en sa paroisse, mais presque. Voilà. J'utilise 2 mots, roi et paroisse. Ça veut dire qu'on est bien chez soi, quoi. Voilà, non, mais ce qui est embêtant, c'est qu'on ne peut pas avoir un interlocuteur. Bah oui, c'est pas normal. Mais le greffe de Paris, ça m'étonne quand même. Parce que... Qui est décisionnaire, quoi, qui peut résoudre le problème. Que ce soit avec le greffe ou avec... On passe par une plateforme, il n'y a pas de discussion possible. Donc, voilà. Le greffe de Paris, normalement, certes, il a un délai très long, mais normalement, il répond. Donc, on ne peut pas les appeler, on peut pas les. Mais ils répondent plus du tout au téléphone. Moi, je les appelle pas parce que franchement, ça sert à rien. On devrait avoir un interlocuteur dédié, on va dire. Bah, est-ce qu'il n'y a pas un système à trouver avec c'est pour ça que je suis passé par l'ordre. Apparemment, ils sont avoir une voix, mais ils vont pas vouloir. Hein. Ils vont pas vouloir parce que ils vont dire, si on le fait pour l'ordre de Paris, il va falloir le faire pour tous les autres. Il va falloir pour le faire les avocats. Il va falloir le faire pour les notaires. Et puis les formalistes derrière vont dire, ça c'est un problème de concurrence. C'est un passe-droit, pourquoi lui il a droit à tel passe-droit et pas moi? Enfin, c'est le fameux... J'ai Nicodème qui me dit, en janvier 2025, le greffe de Bobigny m'a envoyé une injonction concernant des capitaux propres négatifs de l'exercice 2021. Quelle procédure? Une injonction? Ouais. Pour ça? Ça c'est une nouveauté, ça. Nicodème, on est sûr que c'est une injonction si tu veux nous répondre. Parce qu'il n'a pas reconstitué dans les 2 ans? Ça doit être ça, j'imagine. Oui, non, mais est-ce que ça s'appelle... Oui, bien sûr, mais est-ce que ça s'appelle une injonction? Je ne sais pas si c'est le vocabulaire. Il a dû lui envoyer une injonction de régulariser, oui. Il faut qu'il republie l'Assemblée... Il faut qu'il fasse le nécessaire. Exactement, l'Assemblée qui décide de la non-dissolution. Pourrait-on avoir les coordonnées de Thomas Sylla pour envoyer les dossiers? Thomas, si tu veux nous donner tes coordonnées perso, ça serait cool, enfin du Conseil national. Le décalage de 1 jour, on le sait. On en a parlé. Greffe de Versailles, problème pour valider un transfert de siège d'un agent commercial. Demande du contrat commercial transmis et non pris en compte. Comment faire? Elle fait un recommandé au greffe de Versailles, elle a reçu, elle a envoyé le dossier, elle a envoyé ce qu'il lui a demandé, il traite maintenant. Franchement, chacun a sa responsabilité, j'ai envie de dire. Hein. Pouvez-vous nous indiquer les coordonnées et du présentateur formaliste? Vous les avez sur le premier slide, mais on peut vous les redonner. Philippe Dorlac, j'ai 2 dossiers bloqués car le greffe n'a pas transmis les bonnes données à l'INPI. Et là, on est à Versailles. Oui, normalement, en faisant une formalité de correction, ça doit passer. Formalité de correction, Philippe. C'est chiant. D'accord. Je suis dans un changement de domiciliation d'une société. Vu qu'il y a un changement de département, il y a donc changement de greffe. Le greffe de Bernay, dans le 27, me demande de renseigner le pourcentage pour le bénéficiaire effectif. C'est ce que tu as dit tout à l'heure. Il faut redéclarer les bénéficiaires effectifs. On redéclare tous les bénéficiaires effectifs lorsqu'on change de greffe. Bernay, dans le... Ils sont très rapides. Comment? Ils sont très rapides. Ils ne doivent pas avoir beaucoup de dossiers. Ils n'ont pas trop de volume. Mais voilà. Mais ils ont des dossiers agricoles, eux. Voilà. Ce qui n'est pas forcément gagné non plus. Comment procéder à l'inscription au RCA, au RSAC, Registre spécial des agents commerciaux. Exactement, pour une société déjà immatriculée. Le greffe nous demande de faire une demande spéciale sur guichet unique. Non. Qui n'existe pas. Qui n'existe pas, parce que c'est un dossier unique. Donc, premier avis du collège stratégique, qui a été publié l'année dernière, ils doivent prendre le dossier en l'état. Voilà, donc tu aurais l'avis là? On peut l'envoyer. On va l'envoyer, l'avis, comme ça vous pourrez former le greffe, Giovanni. Ouais. Oui, bon, le greffe, on sait comment, ok. Combien de temps le montant des formalités sera-t-il uniforme? J'ai effectué 4 transferts identiques avec les mêmes informations. Il me demande, j'avais le même montant et une transformation à 400 €.
elle sera remboursée du trop versé. Voilà. Parce que j'ai eu le cas, moi. Céline, vous serez... 363,28, c'est super. Automatiquement, sans rien faire. Vous serez remboursé quand le greffe aura validé, enfin quand la formalité aura été entièrement validée, elle sera remboursée du trop versé, oui. Mais il y a eu ça, je l'ai eu. Moi. Après, attention, il y a des formalités où le tarif n'est pas le même. Si on est en EURL ou en SASU, on ne paye pas le BODAC. Donc on peut très bien avoir une différence de tarif entre une SARL et une EURL, puisqu'on ne paye pas le BODAC en EURL. Okay. Donc le tarif n'est parfois pas le même. Mais là, de toute façon, un truc à 400 €, c'est pas normal. Nous rapporte des problématiques avec les greffes. Ce que je vais faire, c'est qu'on va étudier toutes vos difficultés. Je vais les classer par greffe et je vais faire remonter à chacun des greffes. Potentiellement. Il y a une question. J'entends un truc qui sonne, ça veut dire qu'on a fini là? Ah oui, en théorie, on a terminé. Allez-y. Bonjour, j'ai une question. Moi, je suis plutôt commissaire aux comptes, donc je vois ça plutôt en tant qu'observatrice. J'ai pas eu, en fait, le sentiment, moi, à travers tous les actes que j'ai pu vérifier, qu'il y avait des problèmes au sein de nos sociétés. Mais je constate que, effectivement, il y a énormément de problèmes. Et ce que je trouve un petit peu curieux, c'est que, bon, ça fait quand même 3 ans que ça dure, et qu'il n'y ait pas une action collective qui soit menée pour remonter justement tous ces problèmes qui seraient en fait menés par l'ordre des experts comptables. Bon, c'est fait, hein. Alors, il y a une action collective. Parce que je constate qu'il y a des pertes de chance énormes. Enfin, il y a quand même des impacts énormes quand même au niveau de certaines sociétés qui ne peuvent pas commencer leur activité. Bon, on peut faire une liste quand même assez impressionnante de tous les impacts que ça peut avoir au niveau des sociétés. Le gros changement qu'il y a, c'est que maintenant on nous écoute. Avant, on n'était même pas autour de la table, mais personne, hein, ni les experts comptables, ni les professionnels. Enfin, aucun professionnel n'était autour de la table, hors du démarrage. Et l'erreur, elle est là, en fait. C'est qu'on n'a pas intégré les professionnels. Ils ont travaillé entre eux, voilà, avec des gens qui potentiellement ne s'entendent pas. Voilà. Enfin, quand on a la guerre INPY qui dure depuis des siècles et des siècles, bon, bah, il faut ramer hein, pour faire comprendre, enfin, pour faire parler tous les organismes. Et pour qu'ils s'entendent, l'objectif de l'un, ce n'est pas l'objectif de l'autre. Ben, la DGFiP qui insiste pour avoir son monsieur, madame, ben, le RCS, il ne le connaît pas, monsieur, madame, ce n'est pas dans les textes. Donc rien que ça déjà, voilà. L'objectif de l'un, ce n'est pas l'objectif de l'autre. Le problème de l'un, ce n'est pas le problème de l'autre. L'exigence de l'un, ce n'est pas l'exigence de l'autre. Alors déjà, il faut mettre tout ça ensemble. Et on est, en fait, les utilisateurs, à force de s'énerver, parce qu'on s'est quand même beaucoup énervé, les professionnels, on s'est énervé. Enfin, moi, j'ai eu... On était autour de la table dès 2023. Voilà, c'est seulement 2 ans en fait. Hein. Avant, il y avait personne. Voilà. On était autour de la table et donc nous avons milité au Conseil national de l'ordre. C'est pas en région, mais je vous passe les gaguerres de clocher au Conseil national de l'ordre pour qu'il y ait cette fameuse voie parallèle. Et c'est parce que nous avons milité que Infogreffe a été ouvert. Pendant 1 an et demi en fait. Donc on a agi et on savait très bien que c'était pas prêt. Et on leur a dit, et donc on a relevé tous les dysfonctionnements au fur et à mesure. Et je vous le dis, au début, vraiment les réunions étaient ubuesques. J'avais des fonctions à l'époque au Conseil national, j'étais parfois dans certaines réunions, on avait l'INPI et ou les personnes du ministère qui nous disaient tout va bien. Donc on avait l'INPI qui expliquait à Bercy que tout allait bien et pendant 6-8 mois, on a eu droit à tout va bien. Quand ils ont vu début 2023 qu'il n'y avait plus de création d'entreprises, parce qu'au début, on n'arrivait pas à créer des entreprises. Donc là, il y a 2-3 voyants qui sont un petit peu éclairés à Bercy, parce que c'est un indicateur important pour eux. Hein. Donc là, ils ont compris que le tout va bien n'existait pas et que ce n'était pas vrai du tout. Avec l'INPI, on a toujours, depuis 2 ans, tout va bien. Donc, on arrête de discuter. En revanche, il y a beaucoup de groupes d'utilisateurs, de groupes stratégie. Nous sommes dans les groupes. Pendant 1 an et demi, puisque ça s'est terminé quand la voie parallèle Infogreffe, c'était 31 décembre. 31 décembre, voilà. Là, hein. Donc, on a réussi à obtenir la voie parallèle pendant 2 ans quand même. 23, 24, ça c'était vraiment une avancée et on a tous compris, nous professionnels, qu'on allait arrêter de jouer les apprentis sorciers avec le guichet unique parce qu'on n'y arrivait pas. On a tous pris la voie parallèle, tous. Et comme ils ont vu qu'on ne se servait pas suffisamment de l'INPI, ils ont dit maintenant
stop. Ils nous obligent à aller sur les NPI pour entraîner la machine. Vous savez, on est dans de l'IA, de l'analyse, etc. Donc, on a les instances ont réussi à faire tout ce chemin-là pendant 2 ans. Et là, depuis le 1er janvier, il faudrait peut-être que le Conseil national fasse du lobbying pour demander la réouverture d'Infogreffe. Mais vous comprenez qu'il y a une espèce de guéguerre entre l'INPI et l'Infogreffe. Je ne fais qu'expliquer, mais ça montre un peu notre impuissance. À un moment donné, quand il y a des guerres de 2 mastodontes, l'ordre, on est trop petit, on n'est que 22 000 professionnels par rapport aux autres, et on n'y arrive pas. Donc, ce que je peux, et là, ça peut être le mot de la conclusion, on vous a donné la liste de ce qui fonctionne et de ce qui ne fonctionne pas. Allez sur ce qui fonctionne, et lorsque ça ne fonctionne pas, enfin... Prenez des formalistes que vous refacturez à vos clients. C'est tout ce que je peux vous... après, si ça ne fonctionne pas... Non, mais si ça ne fonctionne pas... Non, mais... Je ne pourrais pas faire mieux. Non, mais... Après, bien sûr, mais parfois le formaliste aura plus de temps, plus de pratique. Alors déjà, il y a le temps, effectivement, parce que c'est notre métier, donc, on va dire. C'est notre métier dedans, et potentiellement, on se dit, il y a des rouages aussi, il y a des choses que les gens ne font pas parce qu'ils ne savent pas. Quand on vient une fois sur le guichet unique, qu'on fait un truc une fois, on ne connaît pas l'astuce. Par contre, nous, on est dedans toute la journée. Hier, j'étais avec un de mes amis au téléphone, il avait un problème sur le dossier. Il me dit, mais t'es déjà arrivé au bout? Je dis, en fait, l'écran, je le connais par cœur. Donc oui, je suis déjà arrivé au bout, en fait. Mais voilà, il y a ça aussi, c'est qu'on connaît l'écran par cœur au bout d'un moment, et on sait où il faut aller cocher, pas cocher. Parce que l'ergonomie est tellement pas bonne qu'on oublie de cocher une case. On se dit, mais putain, c'est pas vrai, il y a une erreur. Mais en fait, c'est juste qu'on n'a pas coché la bonne case. C'est comme un client qui fait une déclaration de TVA. S'il se demande quelles sont les cases qu'il doit remplir, il va en lire 30, alors que nous, on sait qu'on en a 4 à remplir et on le fait par cœur. Et ce qu'on sait faire en 5 minutes, le client pourrait mettre 3 quarts d'heure. Évidemment, s'il doit aller rechercher la définition de la TVA intracommunautaire, etc., je caricaturise. Évidemment que ce n'est pas satisfaisant, évidemment qu'on n'est pas content de ce système-là, mais là, on ne fait que s'adapter. Malheureusement, Eric, je pense qu'on se reverra peut-être l'année prochaine, où je rêve de... Ah ben, moi, je rêve qu'on puisse y arriver, parce que même moi, il y a des dossiers... Je rêve de ne plus jamais faire ces webinaires sur le guichet unique, ça voudra dire que ça fonctionne. Il y a des dossiers où on met 2 fois plus, 3 fois plus de temps qu'avant, et c'est pas normal, en fait. Bon, on a 7 minutes de retard, excusez-nous pour le retard, merci beaucoup de votre attention. Merci et relevez-nous vraiment vos difficultés, et on va faire ce qu'on peut, mais s'il n'y a pas de solution, on n'aura pas de solution, voilà. Merci à vous tous de votre attention et suite au prochain épisode. Merci beaucoup.